Bon, bonsoir à tous. Bienvenue aux conférences mensuelles de la SAF du mois de mai. Bonsoir à tous nos amis qui nous voient en direct sur Internet. J'espère de meilleure qualité que la dernière fois. On a essayé d'améliorer, vous nous tiendrez au courant. Je me présente, Jean-Pierre Martin, je suis physicien, membre de la SAF et j'organise ces conférences mensuelles de la SAF le deuxième mercredi du mois. Alors, quelques nouvelles avant de passer la parole à notre invité. Tout d'abord, désolé pour le prospectus qui est distribué à l'entrée et qui n'est pas de notre volonté, mais après tout, on est dans un pays de liberté. À partir du moment où cette personne n'est pas inscrite ici, il ne va pas rentrer, mais à l'entrée de l'amphi, il peut faire ce qu'il veut, même danser la pirouette, c'est pas grave. Voilà, donc désolé. Quelques petites nouvelles, et ça me concerne, on fasse des petites découvertes. Y aurait-il une physique au-delà du modèle standard? On en parlera peut-être en commission de cosmologie. Justement, je voulais vous dire qu'il y a eu, au mois d'avril, une importante réunion à l'Institut de France, à l'Académie de France, et c'était un colloque sur les particules, et c'était très intéressant. Il y a eu beaucoup d'intervenants, vous verrez qui. Et la SAF était bien présente, comme vous voyez en bas à droite. Maintenant, on a notre table attitrée. Voilà. Donc je vous rappelle que ces conférences, indépendamment du fait qu'elles sont enregistrées et qu'elles sont mises après en ligne avec le compte-rendu, ces conférences sont aussi diffusées en direct sur Internet, sur YouTube, avec des adresses impossibles à se rappeler, bien entendu. J'interroge sur ces adresses à la sortie. Ceux qui s'en souviennent, ils ont gagné le droit de s'inscrire 5 minutes avant les autres pour la prochaine conférence. Voilà. La dernière conférence, c'était moi qui m'étais collé. Merci de votre présence à tous. C'était plein. J'espère que c'était pas trop simple ou pas trop compliqué. On a parlé 25 siècles d'astronomie en 1h15. C'était presque mission impossible. Alors, comme d'habitude, le calendrier des événements de ce mois. Eh bien, quelque chose d'intéressant pour les membres de la SAF qui font partie de la commission de cosmologie. Samedi prochain, c'est samedi prochain, voilà, on va parler du rayonnement de Hawking des trous noirs. On saura enfin si les trous noirs ont des cheveux ou pas, et s'ils les perdent ou pas. Peut-être d'ailleurs que vous avez une idée, notre conférencier a peut-être une idée là-dessus. Moi j'ai des cheveux. Oui, voilà. Le même soir d'ailleurs, dans notre bonne ville de plaisir, on a le plaisir d'accueillir Sonia Fornacier, qui est une astrophysicienne du LESIA de Saint-Quentin en Yvelines, qui a travaillé sur la mission Rosetta et qui va nous parler un peu de tout ce qu'on a appris sur Rosetta, sur Philae. C'est au théâtre Bermanuel, au château de Plaisir. Plaisir, c'est pas très loin, c'est près de Versailles. Voilà. Entrée libre, gratuite et obligatoire, comme je dis à chaque fois. Sinon, vous voyez tout ce qui peut vous intéresser. Il y a la 10e Star Party de Triel, le dimanche 21 mai. Alors, pour les gens de la SAF, la commission de planétologie du samedi 27 mai a été reportée au 24 juin parce que le conférencier avait oublié que c'était un grand week-end. Oui, ils sont tous dans les nuages, ou dans les étoiles. Voilà. Voilà nos deux affiches. Et au point de vue des conférences de la SAF, la prochaine, ça sera la dernière de la saison, ça sera intéressant, c'est un sujet qu'on n'aborde pas souvent, on va un peu savoir qu'est-ce qu'il advient de ITER, de laser mégajoules, etc. Est-ce que vraiment ça va satisfaire un peu toutes nos espérances? Et c'est Jean-Marc Canet du CEA qui travaille sur ce propre projet de fusion, justement dans le sud, et qui va nous parler de cela. Donc les réservations, comme toujours, c'est à partir de demain matin, mais pitié, pas minuit, parce que je ne me lève pas exprès pour ça.
Donc j'ai mis, à partir de 9h du matin, on peut commencer à réserver. Et après, on vous souhaitera de bonnes vacances et vous voyez notre programme, le début de programme de rentrée, la planète 9, ça va être intéressant. Hein, pour ceux qui ont été à l'IAP la semaine dernière et qui ont vu Alain de Ressoguiram qui a parlé de Pluton et qui a évoqué un peu la planète 9, eh bien, Lelouch, c'est un de ses collègues, hein, ils travaillent tous les deux ensemble, et ils vont nous parler qu'il y a effectivement une petite planète, petite, je dis non, elle n'est pas petite, puisqu'elle paraît qu'elle est assez grosse, mais elle est très loin. Alors, voilà, on va apprendre des tas de choses là-dessus, sinon vous voyez tout le programme. En décembre, évidemment, il y aura Claudie Ignoret. Alors là, je sais que ça va être très dur pour les réservations, mais ça va sûrement être pris comme pour Étienne Klein ou comme pour M. Lusan, parce que en une journée, c'était pour ainsi dire bouclé. Il faudra donc me payer vraiment quand ça sera plein. On peut toujours s'arranger. Alors, ce soir, on a le plaisir de recevoir Jean-Philippe Usan, qui est directeur de recherche du CNRS, spécialiste de gravitation, cosmologie, il est de l'IAP, directeur adjoint de l'Institut Poincaré, Henri Poincaré qui est à Lyon. Non, c'est à ici. Ah, rue Pierre et Marie Curie. Ah, rue Pierre et Marie, c'est à côté, alors effectivement. C'est le directeur qui a Lyon. Et il va nous parler de l'évolution des modèles du Big Bang. Et je vous souhaite une bonne soirée. Bon. Alors je me mets là, ici, là. Voilà. Et ça, c'est mon micro, ça. Ça, c'est pour le... Oui. Ah oui, c'est dans l'autre sens. Vous allez vous mettre là. Hein. C'est comme on a un pointeur, c'est sûr que ça. Je vais mettre là, celui de PC. Ah, ça c'est de l'art contemporain. Hein. Alors, tac, 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 c'est bon. Bonsoir à tous. Ça me fait plaisir d'être là. J'étais pas en retard, hein, mais je venais du CEA, il y avait... Donc voilà. Merci à Jean-Pierre Martin et à la SAF pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'exposer un petit peu ces sujets-là. Alors la cosmologie, c'est un sujet dont on parle beaucoup, on lit beaucoup dessus, on lit plein de choses. Plein de gens ont des théories aussi. J'en ai une collection entière dans mon bureau, de collections sur l'univers, de comment il est ou comment il n'est pas. Et en fait, je crois que c'est pas tellement ça qui va m'intéresser ce soir. C'est-à-dire qu'il est clair que la plupart des sujets dont je vais parler là, ce sont des sujets hautement techniques. Et quand je dis technique à plein de points de vue, c'est-à-dire déjà en termes de physique, de mathématiques, et puis même en termes de leur validation, parce qu'à chaque fois qu'on va voir un phénomène, on va devoir faire des observations, chaque observation est elle-même technique, et la comparaison de ces observations avec un ensemble de théories est aussi quelque chose de technique. Donc ça, c'est le travail qu'on fait tous les jours dans le laboratoire, mais à la fin, on va quand même arriver avec, partir de cet ensemble d'observations, ces ensembles de théories, à essayer d'avoir un modèle sur lequel on s'accorde tous, on peut appeler le modèle standard, ça ne veut pas dire qu'il est parfait, ça ne veut pas dire qu'il y a un dogme. D'ailleurs, si vous aviez la chance de venir dans une conférence de cosmologie, je veux dire une conférence professionnelle, vous verrez que bien, les gens ont des idées qui ne s'accordent pas toujours, qu'ils se discutent, amicalement, mais ils se discutent, ils s'opposent des arguments, et ça, c'est une preuve d'ouverture. Et il est clair que, bien sûr, quand on parle un peu aux journalistes, on a deux façons de s'exprimer. On peut parler de deux façons, en fait. On peut parler en tant que représentant d'une communauté. C'est-à-dire, voilà, quels sont les résultats qui y sont établis et sur lesquels on s'accorde tous et pour lesquels il y a un ensemble d'évidence. Comme toujours, il y a aussi des limites, il y a des questions ouvertes, il y a des choses sur lesquelles on ne sait pas, ça c'est tout à fait normal pour une science. Et puis après, sur des sujets moins faciles, eh bien chacun va avoir ses candidats favoris. Si on parle des premières milliardièmes de secondes après le Big Bang, eh bien vous avez entendu parler. Certains vont vous dire qu'il y a des rebonds, d'autres des multivers, d'autres ci, d'autres ça. Et ça c'est normal, on n'est pas d'accord, et on n'est pas d'accord pourquoi? Parce que c'est des zones, c'est des choses sur lesquelles aujourd'hui on n'a pas d'observation, sur lesquelles les théories ne sont pas finalisées, et donc il est normal que chacun essaie de créer et de développer
eh bien, la version qui lui paraît la plus apte. Peut-être qu'aucune d'entre elles ne sont correctes d'ailleurs, mais tout le but, c'est d'arriver à en formuler une qui est suffisamment bonne et de pouvoir avoir des éléments de débat. Donc aujourd'hui, on est en 2017, et vous savez que voilà, aujourd'hui, ça a été une journée très très longue, qui a commencé très très tôt ce matin. Avec plein de choses, on parlait de l'Institut Henri Poincaré. Comme vous savez, pour ceux qui ne savent pas, l'Institut Henri Poincaré, donc il se trouve rue Pierre et Marie Curie, donc juste à côté, vous pouvez venir si vous voulez en public. Il y a une très belle bibliothèque avec une collection de modèles mathématiques. Et vous avez peut-être entendu parler qu'avec Cédric Villani, on étendait l'Institut pour créer cette fameuse maison des mathématiques. Et aujourd'hui, nous avions le comité de sélection d'architectes. Donc on s'est levé très tôt pour voilà, sélectionner parmi les architectes qui étaient candidats. Et donc c'est pour ça que je suis un petit peu... Vous allez voir, ça va bien se passer quand même. Donc nous sommes en 2017, et donc il y a 100 ans, en 1917, Einstein publie un papier qu'on peut considérer comme le premier papier de cosmologie, je vais revenir dessus. En 1915, il développe sa théorie de la relativité générale, et on peut penser que finalement, la cosmologie au sens où on entend aujourd'hui, c'est-à-dire comme théorie scientifique, a un siècle. Donc on va en profiter pour revenir sur cette création du modèle cosmologique, donc de repartir d'Einstein jusqu'à aujourd'hui, voir comment cette représentation de l'univers a évolué à la fois avec l'augmentation de nos connaissances théoriques et l'augmentation des observations. Et comment parfois certaines croyances ont été bouleversées, comment certaines questions ont été résolues, savoir aussi comment d'autres problèmes sont apparus. Parce qu'en fait, une science, c'est quelque chose de vivant, ce qui est important de savoir où on en est et d'où on vient, parce que c'est ça qui nous permet de voir aussi la façon dont on va gérer les problèmes qui se présentent. Alors, mon premier transparent, j'ai marqué, ça je pense que c'est la philosophie de la cosmologie, c'est observer localement, penser globalement. Je sais que par les temps qui courent, ça pourrait faire penser à un programme politique, mais ce n'est pas vrai. C'est la bonne façon de faire de la cosmologie. La cosmologie, je dis observer localement, pourquoi? Eh bien parce que nous sommes ici, aujourd'hui, sur Terre, dans le système solaire, et nous observons l'univers depuis ce point de vue particulier. Nous récoltons un certain nombre d'observations. À partir de ces observations et des théories de la physique, nous essayons de faire une représentation de l'univers dans son ensemble. Vous voyez qu'il y a quelque chose de très présomptueux en fait dans cette histoire-là, de se dire qu'à partir d'une observation, un ensemble d'observations aujourd'hui, d'un point de l'univers, on va représenter tout l'univers. Ça veut dire qu'on va devoir faire des hypothèses. Certaines ne sont pas testables, d'autres n'étaient pas testables, le sont devenues, et ça aussi c'est quelque chose d'important pour les plus jeunes. Il faut apprendre que certaines hypothèses, on lit dans des livres, on ne peut pas, et en fait, eh bien, on peut se rendre compte qu'avec le développement des technologies, on peut arriver à tester des choses qu'on ne pensait pas testables. Et donc il est important en commençant de distinguer deux disciplines, vous voyez la cosmologie et la cosmologie, qui se singularisent par juste la taille du C. On pourrait mettre un K ici, ça ferait plus grec. Mais je distingue les deux parce que pour moi elles sont très différentes. Ce que j'appelle la cosmologie avec un petit C, c'est plutôt une branche de l'astrophysique. D'ailleurs, c'est la discipline qui va se reposer sur les observations astrophysiques et les modèles physiques pour essayer de confronter ces modèles à des observations, donc avec des hypothèses qui vont pouvoir être falsifiées ou qui vont pouvoir être étayées par des observations. Alors que la cosmologie, elle, vise à se donner une représentation globale de l'univers. Donc un modèle qui dépasse peut-être ce que l'on peut tester, et il se trouve que la cosmologie est une discipline qui est beaucoup plus ancienne que la cosmologie. Pourquoi? Parce qu'on fait de la cosmologie depuis toujours. Depuis que l'homme regarde le ciel, il a vu des étoiles, il a vu des phénomènes dans ce ciel, il a vu la Lune, les phases de la Lune, et il y a toujours eu ce besoin d'incorporer cet ensemble de phénomènes dans un discours global sur l'univers. C'est quelque chose de très rassurant, on a besoin de se rassurer par rapport au changement du monde dans lequel on vit. Et donc on a des exemples de cosmologie dans toutes les civilisations, à toutes les époques, et il se trouve que dans ces cosmologies-là, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas testables. Et donc cette cosmologie-là, contrairement à celle-ci, c'est plutôt une branche qu'on pourrait considérer comme une branche de la métaphysique ou de la philosophie. Et vous voyez, il y a de grandes différences. Alors bien sûr, elles ont des liens. Certaines questions de cosmologie avec un grand C vont pouvoir, pendant un temps, devenir des questions de cosmologie avec un petit c. Alors un exemple, la question de savoir si l'univers est fini ou infini, par exemple, c'est une question que les gens se posent depuis peut-être 2000 ans. Il se trouve que pendant une vingtaine d'années, cette question est devenue de la cosmologie avec un petit c, parce qu'on avait la possibilité de considérer des univers qui étaient suffisamment petits pour pouvoir être observés. Et on a essayé de les confronter aux observations, on a réussi à mettre des contraintes sur la taille minimale de cet univers. Et puis aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que l'univers est plus grand que la taille de l'univers qu'on observe. Donc cette question de l'infini ou du fini, eh bien, elle retombe dans une question de cosmologie. On peut donner des arguments pour, on peut donner des arguments contre.
de nature philosophique ou de nature théorique, mais on ne peut pas les tester par les observations. Et donc ça, il est important de faire la distinction entre les deux, parce que ces deux disciplines se nourrissent, mais si quelque chose est prouvé incorrect par la cosmologie avec un petit c, c'est-à-dire que vous avez une preuve observationnelle que quelque chose n'est pas correct, eh bien clairement ça pose des contraintes fortes sur la cosmologie avec un grand C. Et donc je pense qu'il faudra savoir prioriser les deux, et c'est pas parce qu'il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre à un moment donné que ça invalide tout ce qu'on en fait avec la cosmologie avec un petit c. Et je pense que ça c'est très important de garder ces distinctions. Alors comment est-ce qu'on va faire? En fait c'est un jeu, il y a deux contraintes, il y a deux règles. On va essayer de faire une représentation de l'univers qui prend en compte toutes les lois de la nature connue. Voilà, tout ce qu'on a appris en accélérateur, en laboratoire, en système solaire. Ces lois ont des domaines de validité, donc souvent on va devoir les extrapoler au-delà de leur domaine de validité, on va devoir essayer de contrôler ces extrapolations. Et le but c'est de reproduire tous les phénomènes astronomiques connus et observés. Donc ça veut dire aussi que comme je vais comparer une représentation mathématique, une représentation théorique à des observations, il ne faut pas simplement que je fasse un modèle de l'univers. Il faut aussi que j'imagine dans cet univers théorique un observateur qui observe cet univers. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Donc cet univers, vous imaginez, c'est une boîte, un truc sur ordinateur, il va y avoir des galaxies, tout ça, et puis dans une de ces galaxies, il y a un observateur, et cet observateur fait des observations. Ce que je dois comparer aux observations que moi je fais, c'est ce que fait cet observateur-là. Et ça c'est important parce que souvent les gens oublient cette étape-là, donc ils créent des modèles, ils racontent des histoires, mais ils oublient de se poser la question de savoir comment quelqu'un qui vivrait dans cet univers théorique observe son propre univers. Et ça c'est une question fondamentale, c'est une question qui est très difficile en général, et qui nécessite de modéliser la propagation de la lumière. Pour revenir à l'exemple de l'univers fini et de l'univers infini, on avait beaucoup travaillé dessus avec Roland Lemoux, Jean-Pierre Luminet, Jeffrey Wicks dans les fins des années 2000, entre 1998 et 2003. Et en fait, souvent, on nous disait, mais si l'univers est trop petit, eh bien, on ne va pas voir suffisamment de galaxies. C'est en fait en comprenant la propagation de la lumière, ça va se rendre compte qu'elle n'était pas arrêtée par un mur, qu'elle faisait le tour de l'univers, que chaque galaxie elle est vue plusieurs fois dans l'univers, qu'il y avait comme un jeu de miroir qui fait qu'en fait, pour un observateur, l'univers était démultiplié, qu'on avait l'impression finalement, visuellement, si on ne faisait pas astucieux mathématiquement, on ne pouvait pas faire la différence avec un univers qui était infini. Et donc à partir du moment où on comprend ça, on se rend compte que, ah oui, cet argument ne tient pas parce qu'on n'avait pas considéré le point de vue de l'observateur. Et donc toujours considérer le point de vue de l'observateur parce que nous ne sommes que des observateurs et tout ce que nous écrivons, nous devons le comparer à des observations. Alors néanmoins, la cosmologie a un certain nombre de particularités. Ce n'est pas une science exactement comme toutes les autres. Il y avait un grand spécialiste de relativité générale, Papapetrou, qui travaillait d'ailleurs à l'Institut Henri Poincaré à l'époque. Il disait la cosmologie est un sport. Il ne disait pas que c'était une science, il disait la cosmologie est un sport. Parce qu'il y a quand même un certain nombre de difficultés avec cette discipline. Le premier, c'est que nous n'avons qu'un seul univers observable. Nous sommes ici maintenant dans notre univers. Je n'ai pas accès à d'autres univers. Je ne peux pas relancer l'univers avec des paramètres différents pour voir comme il évolue. Je peux le faire sur un ordinateur, mais observationnellement, je ne peux pas faire. Et j'ai un jeu d'univers, un jeu d'observation à partir d'ici maintenant. Ça veut dire que je ne peux pas me poser la question de la reproductibilité de l'expérience. L'univers, création de l'univers, par exemple. Donc on voit tout de suite qu'il va y avoir une limite dans ce qu'on va vouloir expliquer. En particulier, je sais que la question qui excite le plus les journalistes et beaucoup de gens, c'est celle de l'origine de l'univers. Eh bien, je suis désolé, c'est une question qui n'est pas une question de cosmologie avec un petit c. On pourra en discuter à l'envie avec la cosmologie qu'avec un grand c, et on n'avancerait pas beaucoup. Mais pour la cosmologie avec un petit c, je reviendrai peut-être dessus tout à l'heure, c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment discuter. Donc ça c'est important, et ça change par exemple par rapport à ce que l'on fait en physique expérimentale, où on peut changer les paramètres, et comme on change les paramètres, on peut étudier l'influence des changements de paramètres sur le résultat d'une expérience. Alors nous on peut le faire par la pensée, c'est-à-dire on peut faire des calculs, on peut faire une sorte de cosmologie contrefactuelle, c'est-à-dire je change la valeur de certains paramètres, et là on voit qu'il se passe des choses catastrophiques, par exemple que les étoiles ne se forment plus, ou les galaxies ne se forment pas, donc on se rend compte qu'il y a un certain nombre de paramètres qui doivent être quand même ajustés, mais on ne peut pas faire plus que ça. Alors l'univers a une histoire, je vais revenir dessus tout à l'heure, ça veut dire qu'un modèle cosmologique, ça a une dimension historique. Alors ça, c'est pas une particularité en science, il y a beaucoup de domaines qui ont une dimension historique, la théorie de l'évolution a une dimension historique, la géologie a une dimension historique, ça veut dire que vous allez essayer de remonter dans le temps, et ça veut dire aussi qu'au niveau de la façon dont vous allez construire votre logique, votre argument logique, vous allez utiliser des raisonnements qui sont un petit peu différents.
Alors en science, on a trois grands types de raisonnement, la déduction, l'induction et l'abduction. Alors la déduction, c'est celle que les mathématiciens adorent. Vous avez des axiomes que vous supposez vrais, et par l'action de la logique, vous allez démontrer des théorèmes qui, si les axiomes sont vrais, les théorèmes sont vrais. Voilà. Mais comme en général, vous ne savez pas si les axiomes ont quoi que ce soit à voir avec la vraie nature dans le monde ici, c'est juste une construction logique. Très utile, très important. Quand vous prenez par exemple les livres d'Euclide, donc la géométrie euclidienne, on sait que toute la géométrie euclidienne repose sur 5 axiomes, donc 5 phrases, et on peut démontrer des livres entiers de théorèmes sur les triangles, les cercles, les machins, qui sont très difficiles à démontrer eux-mêmes, mais en fait, ils sont tous contenus dans 5 phrases, plus de la logique pure. Voilà. Et en plus, ils sont faux parce que l'espace ici n'est pas euclidien, donc c'est fou. Comme pour un physicien, tout ça, c'est pas très intéressant. Je ne vais pas revenir sur la géométrie de la relativité maintenant. Alors l'abduction, c'est ce qu'on fait au début de la physique. Souvent, on observe un phénomène, on voit qu'un phénomène se reproduit une fois, 2 fois, 3 fois. Et puis, s'il se reproduit systématiquement dans les mêmes conditions, eh bien, on va essayer d'en tirer une loi générale et dire que ce phénomène se passe toujours. Ce qui ne veut pas dire que ce phénomène se passera toujours. Vous voyez, c'est bien la différence, on ne sait pas. Plus ce phénomène se répète dans ces conditions, plus il est probable que ce phénomène continue à se répéter. Et donc, en le répétant, on va pouvoir augmenter la crédibilité de ce phénomène, mais on n'a pas de loi, il ne dérive pas d'un ensemble de principes et de lois. Quant à l'abduction, elle est un peu différente. C'est qu'on va partir de lois de la nature qui ont été étudiées, qui ont été établies, par exemple, en laboratoire. Donc on connaît le domaine de validité, et on observe l'état de l'univers aujourd'hui, on va utiliser ces lois pour reconstruire les conditions initiales qui ont mené à cet état final. C'est-à-dire qu'on va utiliser la nature pour remonter dans le passé, et donc pour retrouver les conditions initiales dans le passé. Il est clair que quand je fais ça, je vois tout de suite 2 limites. La première, c'est que je vais utiliser ces lois de la nature et je vais les extrapoler dans le passé. Plus je les extrapole en dehors de leur domaine de validité, plus je peux douter de leur validité. Donc je vais perdre en crédibilité dans mon extrapolation. Et d'autre part, plus je remonte dans le passé, moins j'ai d'observation. C'est-à-dire c'est facile d'observer les étoiles dans notre galaxie. Plus une galaxie est lointaine, moins elle est lumineuse, plus j'en rate avec mes télescopes, et donc j'ai de moins en moins d'informations. Comme j'ai de moins en moins d'informations, eh bien ma reconstruction est de moins en moins précise. Et donc, on voit que quand on va atteindre les phases les plus primordiales, parce qu'on va extrapoler les lois de la nature en dehors de leur domaine de validité, parce qu'on a moins d'observations, eh bien, le modèle cosmologique va perdre en crédibilité. Ça veut dire que je ne suis pas là, et personne n'est là pour raconter l'histoire du Big Bang avec un grand H, un grand V et un grand B. D'accord? Ça, c'est pas... voilà. Si vous avez envie de ça, c'est plutôt le dimanche matin, c'est votre part, mais moi, je ne peux pas faire ça. Donc, ce que je vais faire, c'est, étant donné tout ce que je viens de raconter là, je vais essayer de déterminer quelle est l'histoire la plus probable qui décrit l'évolution de mon univers, et comme je l'ai dit tout à l'heure, en partant d'ici aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne vais pas partir d'un instant zéro et dérouler vers le futur pour me retrouver en haut de cette évolution. Je vais partir et je vais reconstruire plutôt à la façon d'un géologue. Et ça veut aussi dire qu'à chaque étape, quand on a des modèles cosmologiques, il va falloir quantifier la crédibilité de cette construction. Alors ça, c'est quelque chose de très difficile, parce que cette crédibilité dépend de 2 choses. Elle dépend de la croyance que vous avez dans les lois de la nature que vous utilisez. Et ça va dépendre si vous avez des expériences qui vous prouvent à quel point elles sont valides. Ça dépend aussi du contexte théorique dans lequel elles sont incluses, parce que si vous avez des lois qui dérivent de principes similaires, eh bien, il y a quelque chose d'une rigidité dans la construction théorique. Et puis, ça va dépendre aussi des observations. Si j'ai des observations qui sont en désaccord avec ce que je prédis, eh bien, ça va diminuer la crédibilité de ma construction. Et donc, on voit que dans cette démarche-là, la cohérence de l'explication entre plusieurs faits va être très importante. Si j'arrive avec simplement un modèle pour expliquer un fait du modèle cosmologique, d'un truc qui sort derrière le chapeau et que ça n'explique que ce fait, que ça a été construit de façon ad hoc, eh bien il est clair que la crédibilité de cette explication est beaucoup plus faible. Tandis que si je viens avec une hypothèse qui explique plein de faits, plein de phénomènes, eh bien j'ai tendance à lui donner plus de crédibilité. Donc ça c'est important parce qu'on entend régulièrement des gens qui vont arriver et ils n'ont pas tort de mettre au défi les chercheurs en disant voilà, moi j'ai un modèle très simple pour. Moi j'aime bien les gens qui ont des modèles très simples pour, parce que quand vous avez passé des années tous les jours à gratter du papier, en mettre 90% à la poubelle, vous savez que les modèles très simples pour, en général, ils finissent aussi dans la corbeille, mais ça demande beaucoup de travail. Et malheureusement, ce n'est pas ceux qu'on expose parce qu'ils sont dans la poubelle. Et là-dedans, on voit qu'il y a l'importance de cette notion d'extrapolation et de l'exploration de tous les modèles d'univers possibles. Bien sûr, l'univers est d'une seule façon, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir toutes les façons dont l'univers pourrait être.
D'accord? Et c'est aussi pour ça qu'on aime bien explorer, c'est-à-dire changer les lois de la nature, rajouter des dimensions supérieures, se laisser toutes ces libertés, toutes les choses qui ne sont pas exclues, on a tendance à les explorer. Alors ça ne veut pas dire qu'on pense que l'univers est comme ça, mais ça nous permet de savoir quelles sont les propriétés, est-ce qu'il y a des phénomènes que l'on pourrait éventuellement mettre en évidence avec les observations à venir. Et en faisant ce travail, eh bien, ça c'est aussi une connaissance qui en général n'est pas énormément publiée, mais qui a un savoir-faire, et qui fait qu'à un moment où on discute des projets qui sont des projets de satellites à venir, eh bien on sait que si on est capable d'atteindre tel type de précision sur tel type d'observation, alors il y a un ensemble de phénomènes qu'on va pouvoir tester et qu'on ne pouvait pas tester avant. Et donc là, il y a un rôle de prospective, et la science a besoin d'un prospective. C'est-à-dire, si vous n'explorez pas en dehors de votre cadre standard, eh bien, le jour où vous devez prévoir votre prochain satellite, vous savez qu'il vous faut une vingtaine d'années pour faire ce satellite-là, si vous n'avez pas anticipé cette réflexion, eh bien, vous avez 20 ans de retard. Et ça veut aussi dire que si vous coupez un peu trop les budgets de la recherche, il y a plus de gens qui savent tout ça, c'est du savoir-faire qui n'est pas publié en général. Et ça veut dire que vous avez une perte en compétences et que parfois il y a des choses qu'on ne sait plus faire et qu'on savait faire avant. Voilà, donc c'est par exemple pour ça qu'il est très difficile de retourner sur la Lune. On a su et il y a beaucoup moins de gens qui savent aller sur la Lune. Donc voilà pour cette longue introduction, mais pour moi elle est très importante parce qu'on peut se noyer sur des tonnes de techniques, sur des tonnes d'arguments, mais je pense que si on arrive à garder ça à l'esprit, on va pouvoir personnellement tous donner une crédibilité à ce que je vais vous raconter. Vous pouvez ne pas être d'accord, très bien. Moi, il y a des choses dans lesquelles j'ai une forte certitude, il y en a d'autres sur lesquelles je doute plus, mais tout ça, ça change de jour en jour, parce qu'à chaque fois que je lis quelque chose, qu'il y a des nouvelles observations, ça évolue. Et donc le savoir et la crédibilité qu'on lui donne, c'est quelque chose de vivant, il n'y a pas quelque chose qui est gravé dans le marbre. Alors on a toujours fait des modèles cosmologiques, donc j'en profite pour vous en présenter un que j'adore, voilà, c'est celui-là. Je vais vous montrer plein de fois, mais j'adore ce modèle cosmologique. Donc ça, on est chez les Grecs, c'est Hésiode, au 9e siècle avant notre ère. Donc vous reconnaissez tout ça. Vous avez la Grèce. Donc vous voyez, quand je vous dis l'univers, ça commence ici et maintenant, chez les Grecs, ça commence quand même ici, parce que c'est quand même autour de la Grèce, d'accord? Les autres qui sont là-bas, ils ne font pas partie de l'univers. On ne les connaît pas, on ne sait pas, et d'ailleurs, ils sont tellement loin qu'on met un océan autour. Comme ça, on est bien protégé, on sait qu'on ne peut pas y aller. D'ailleurs, si on essaie d'y aller, il y a un bord, on risque de tomber, il se passe des trucs horribles. Donc vous n'y allez pas. Donc le modèle cosmologique, vous voyez qu'à ce niveau-là, il décrit l'espace qu'on est capable d'explorer, tout comme quand on va faire des observations. Il y a des choses qui peuvent se passer là, mais peut-être que je ne peux rien en dire. Donc ça, c'est la première chose. Alors cet univers a un bord, et bien sûr, dès qu'on a un bord, il y a ce fameux paradoxe du bord qui réapparaît. Vous voyez, ça s'arrête ici, je viens ici, je tourne la main. Où est-ce qu'elle est ma main? Ce qui se passe ici, il y a une sorte de discontinuité entre là et là. Alors soit on n'en parle pas, soit on imagine les histoires, mais c'est vrai que avant le 19e siècle et la compréhension de la topologie des espaces à trois dimensions, c'était difficile de gérer le problème du bord. Il y avait plein de paradoxes qui en fait n'en sont pas. Alors on voit aussi qu'il y a quelque chose de très important. Il y a un centre. Alors ça c'est la Grèce, il y a le centre. Donc le centre du monde, c'est simple, on vous dit où c'est à Delphes. Voilà, si vous voulez être le centre du monde, vous pouvez aller se balader à Delphes. Ouais, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est eux le centre du monde, mais c'est là, les Grecs qui nous disent c'est Delphes. Et puis il y a une chose importante, c'est qu'on a l'Olympe ici et le Tartare qui sont là, et il y a une prédiction importante. On vous dit que si vous allez à l'Olympe, que vous lâchez une enclume, elle met 9 jours pour arriver sur Terre, et ensuite 9 jours pour arriver dans le désert, dans les Tartares ici. Alors ça c'est important. Alors ça fait rigoler. C'est important qu'on en rigole d'ailleurs, parce que ça vous paraît naïf, mais je pense que c'est très important parce que les gens prenaient ça au sérieux. Mais surtout, ça veut dire que se falsifier. Il suffit que je fasse une expérience, dire je demande une demande de financement à Athènes, alors bonjour Héraclès, je veux aller sur l'Olympe pour lâcher une enclume. Et je lâche mon enclume et je vois. Et si ça ne met pas 9 jours, je peux dire ce modèle cosmologique, il est falsifié. Donc je peux dire que j'ai une prédiction. On a certains modèles cosmologiques, par exemple les gens qui parlent des multivers, qui ont beaucoup moins de prédictions que celle-là. D'accord? Ça ne veut pas dire que... Non mais je le dis sérieusement, parce que moi-même je travaille dessus, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des idées intéressantes pour y réfléchir. Mais affirmer que l'univers est comme ça, c'est à peu près le niveau du modèle cosmologique d'Hésiode. Voilà. Voilà. Et faire penser que, bien sûr, et faire penser que si on est à ce niveau-là, eh bien on fait de la science, vous pouvez imaginer que ça dégrade les valeurs de la science et les choses qui sont vraiment établies, et par les temps qui courent, ça peut être dangereux. Alors on va commencer avec cette cosmologie. Aujourd'hui on a un modèle cosmologique, et finalement cette histoire du modèle cosmologique est bien résumée par deux grands chercheurs qui ont joué un rôle dans la théorie de la nucléosynthèse primordiale, dont je vous parlais un petit peu tout à l'heure,
qui sont Alpher et Robert Herman, et il dit la chose suivante: on prend l'origine de la cosmologie moderne comme étant la théorie de la relativité générale d'Einstein, donc ça, on est tous d'accord avec ça, mais il ajoute quelque chose de très vrai, c'était une idée qui était terriblement simpliste. Voilà. Alors souvent, c'est vrai qu'on raconte, on vous dit il y a la relativité générale, il y a un espace-temps, et à partir de ça, je commence à faire de la cosmologie, mais en fait, c'est pas vrai, parce que dans la relativité générale, eh bien, si je veux résoudre les équations et si je veux dire à quoi ressemble l'univers, il faut que je décrive la matière. Vous savez, ces trucs-là, tout ça, moi, les étoiles. Et en fait, c'est la chose difficile. La plupart, pour plein de raisons. Décrire la matière est difficile parce qu'on connaît moins de choses sur la matière que sur la géométrie, parce que la théorie de la relativité générale est finalement, même si elle est mathématiquement compliquée, une théorie qui est beaucoup plus simple dans sa structure que le modèle standard de la physique des particules. Et puis, parce que ce que l'on sait de la relativité générale, c'est principalement dans le vide, on fait des thèses de cette théorie à l'intérieur de la matière. Et puis aussi, parce que, eh bien, au cours de ce dernier siècle, on a découvert beaucoup de choses sur la matière. On a découvert qu'il existait des neutrinos, peut-être que ces neutrinos sont massifs. La cosmologie nous dit que peut-être qu'il y a de la matière noire. Donc on voit qu'il y a un constant aller-retour entre les progrès de la compréhension de la matière et les progrès de la cosmologie. Si je prouve que, eh bien, disons que les neutrinos sont massifs en accélérateur, je ne peux pas, je suis obligé d'inclure des neutrinos massifs dans mon modèle cosmologique. Et ça va changer la façon dont les galaxies se structurent. D'un autre côté, c'est la cosmologie et l'étude de la nucléosynthèse primordiale qui a donné la première indication qu'il y avait 3 familles de neutrinos. Ceci bien avant les expériences en accélérateur. Et donc vous voyez, eh bien, la cosmologie à cette époque-là disait il existe des particules que vous n'avez pas encore détectées en accélérateur. Et donc c'était une prédiction de la cosmologie. Aujourd'hui, on a ce fameux débat sur la matière noire, on a de nombreuses indications pour l'existence de matière noire. Et bien cette matière noire n'est inclue dans aucun des modèles de la physique des particules. On a des candidats dans un certain nombre de théories, mais ce ne sont que des candidats dans des théories sur lesquelles pour l'instant nous n'avons aucune prise, nous avons des contraintes sur ces théories-là, mais nous ne savons pas quelle est cette particule. Donc vous voyez, c'est une prédiction, alors elle est peut-être correcte, elle est peut-être fausse. Si elle est fausse, ça veut dire que quelque part, dans ces hypothèses, dans cette chaîne d'arguments qui mènent à l'existence aux indications pour l'existence de la matière noire, il y a quelque part quelque chose qu'on a supposé qui ne devait pas être supposé. Donc ça démontre la nature inclusive de la cosmologie. Il faut prendre en compte tous les progrès théoriques. Donc vous voyez, si on commence en 1917, finalement, l'état de la physique en 1917, c'est assez simple. On a la relativité générale, qui a 2 ans. Il y a très peu de gens qui connaissent la relativité générale en 1917. Eddington disait qu'ils étaient 3. Einstein, lui, il ne savait pas qu'il était le 3e. Je crois que c'était ça la plaisanterie, quelque chose comme ça. Mais en gros, il y a très peu de gens qui connaissent cette théorie. C'est normal, c'est une théorie qui est mathématiquement difficile, qui repose sur des mathématiques qui n'étaient pas enseignées à l'époque, ou très très peu. Et donc il a fallu que les gens apprennent cette théorie-là. Elle avait aussi très peu d'influence dans le système solaire, donc les astrophysiciens n'étaient pas, vous voyez, aucune urgence pour apprendre cette théorie. Il a fallu presque 50 ans pour cela. Néanmoins, il y a eu une petite dizaine de personnes qui faisaient de la cosmologie, qui jouaient avec la relativité générale et qui ont permis de développer cette théorie dans ce cadre-là. En mécanique quantique, c'était les débuts, la grande époque de la mécanique quantique, c'est les années 20, mais on voit qu'aujourd'hui, on a des évidences sur la mécanique quantique qui ont donné des foisons de prix Nobel. Eh bien, le modèle cosmologique ne peut pas faire économie de inclure la mécanique quantique d'une façon ou d'une autre. Pareil pour la physique des particules, on a découvert énormément de particules, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Dès que vous comprenez quelque chose, eh bien, vous devez l'utiliser dans votre cadre cosmologique, vous ne pouvez pas en faire l'économie. Alors ce que je vais essayer de vous montrer ce soir, c'est que si on simplifie, le développement de la cosmologie, ça s'est fait en 4 étapes. Que ces étapes, il faut les voir comme un peu, comme en théorie de l'évolution, vous savez, on vous dit que vous étiez des petits poissons, moi je suis vraiment nul en théorie de l'évolution en biologie, mais qu'en gros, vous étiez des petits poissons bananins, puis il y a eu l'évolution, puis ça fait des êtres humains, et puis que le fœtus, en fait, il repasse par toutes ces étapes-là, vous savez. On dit, c'est le rapport entre l'ontogénèse et la phylogénèse, c'est-à-dire que le développement repasse par toutes les étapes historiques. Mais en fait, dans le modèle cosmologique, c'est un petit peu la même chose. On a commencé par faire la cosmologie relativiste, ensuite on a rajouté la physique nucléaire, ensuite on a regardé un petit peu les aspects de la mécanique quantique, et à chaque fois ça donnait des couches, et ces couches se superposent et donnent différents niveaux de ce modèle cosmologique. Et en fait, toutes ces couches, elles reposent les unes sur les autres, et c'est ça qui donne l'édifice du modèle cosmologique standard. Alors la première étape, c'est la cosmologie relativiste. On est en 1917.
Comme je l'ai dit, Albert Einstein écrit cet article, donc je ne parle pas allemand, mais si vous pouvez lire le titre, cosmologie, ça veut dire cosmologie, ça. De la théorie de la relativité, voilà. Je sais pas, c'est pas très important. Donc il a ce premier modèle, et bien sûr, il sait que les solutions de sa théorie de la relativité générale, ce sont des espaces-temps. Un espace-temps, c'est un univers, et donc la question naturelle qui se pose à lui, c'est de savoir quel est l'univers théorique de ma théorie qui correspond à l'univers dans lequel nous vivons. Donc ça veut dire résoudre ces équations que j'ai écrites là et que vous n'avez pas à comprendre, c'est juste pour vous montrer. J'aurais pu mettre une image, mais ça veut dire qu'il y a ça c'est un truc mathématique compliqué. Ce qui est important, c'est cette quantité-là, c'est la géométrie de l'espace-temps, donc à 4 dimensions. Et ça, c'est un opérateur qui agit sur cette géométrie. Et ce que ça nous dit, c'est que, eh bien, le côté gauche, qui est la géométrie de l'univers, c'est une équation, eh bien, doit être telle que c'est égal au contenu en matière de l'univers. Et on voit, il y a la constante de Newton, et puis il y a la vitesse de la lumière qui apparaît ici. Donc toutes les solutions de cette théorie sont des univers. Il faut savoir si je peux résoudre cette équation. Alors c'est bien de commencer comme ça, parce que même si on ne comprend pas l'équation, on va tout de suite voir la difficulté du travail. C'est ça qui m'intéresse. Si vous êtes chercheur, le problème, je viens de dire, résolver cette équation, est-ce que c'est un truc que je fais en 5 minutes sur un bout de papier, ou est-ce que c'est pas faisable, pour des raisons conceptuelles, ou si c'est pas faisable, qu'est-ce que j'en fais de cette équation? C'est ça que je voudrais vous montrer, parce que c'est ça faire de la physique. Les matheux, en fait, ils vont vous dire, étant donné les conditions initiales, sur G, machin truc, il existe des solutions continues, bidule, machin, et en fait, elles ne servent à rien, ces solutions. C'est important de le savoir. Comme j'ai des très bons amis mathématiciens, vous le savez. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas du tout la même démarche scientifique. C'est très important de savoir dans quelles conditions il existe quel type de solution. On apprend beaucoup de ces théorèmes-là, mais c'est pas ça qui va me donner la géométrie de mon propre niveau. Alors la raison, c'est qu'il y a des limitations qui sont à la fois des limitations mathématiques et une limitation astrophysique. Alors quand on regarde la structure de ces équations-là, alors c'est du barbarisme. En français, ça veut dire c'est très compliqué. Ça veut dire que c'est 10 équations aux dérivées partielles, non linéaires et couplées. Donc ça, c'est pour ceux qui ont fait un petit peu de maths. Alors les gens qui ont fait le bac, on apprend les équations différentielles. Aux dérivées partielles, ça vient mais vraiment très très tard. En général, elles sont linéaires, jusqu'au bac, même à l'entrée à Polytechnique, elles sont linéaires, parce qu'on ne sait pas faire les non linéaires, on l'apprend après. Et puis on n'a qu'une seule équation. Alors là, on en a 10, elles sont couplées, donc ça veut dire qu'elles mélangent tout. Et ça veut dire qu'en fait, même d'un point de vue mathématique, sur un système d'équations comme ça, il n'y a pas de théorèmes généraux sur l'existence de solutions. Donc ça veut dire que, voilà, vous pouvez être médaille fixe, vous pouvez rien dire. Dans des cas particuliers, sur certains types de non-linéarité, on peut dire des choses, mais en général, on peut pas. Le point suivant, donc voilà, on a déjà une limitation, c'est que le point suivant, c'est que j'ai cet opérateur là, très compliqué, et puis pour résoudre, ça doit être égal à quelque chose. Et ça, c'est la distribution de matière dans l'univers. Il se trouve que ça veut dire que si je veux résoudre ces équations, je dois connaître toute la distribution de matière dans l'univers. Donc je dois observer toute la matière partout. Et puis, il faut connaître les conditions à l'infini. Comment ça se passe quand je vais très très loin? Est-ce que les choses vont vers zéro? Est-ce que, pour ceux qui ont résolu les équations, même une équation de Poisson, eh bien, vous pourrez avoir une solution qui est par exemple le potentiel de Coulomb entre deux charges, vous faites une hypothèse sur la valeur du champ à l'infini. Sinon, il y a d'autres solutions. Est-ce que ça dépend à l'infini? Est-ce que ça va vers une valeur constante? Eh bien, savoir des choses qui sont aux confins de l'univers, on ne peut pas avoir accès à ça observationnellement. Au niveau astrophysique, comme je le dis, c'est lié à ça, il faudra avoir ce contenu matériel de l'univers, mais en fait, comme la vitesse de la lumière est finie, nous ne savons qu'une petite partie de l'univers. Et plus je regarde de loin, plus mes observations, finalement, sont imparfaites, parce qu'il y a des galaxies qui ne vont pas être assez lumineuses, que je ne vais pas être capable d'observer. Donc ça veut dire que plus je remonte, plus je vais loin, moins j'ai d'informations sur la distribution de cette matière. Alors ça veut dire qu'on va devoir faire autre chose avec ces équations, on ne va pas vouloir les résoudre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les utiliser pour un guide. On va essayer de trouver des solutions simplistes qui sont des bonnes approximations de la géométrie de notre univers. Donc au lieu de les résoudre et de savoir quelle est la solution qui est la géométrie de notre espace-temps, je vais chercher des géométries, donc des ensembles de solutions, qui sont des bonnes approximations de la géométrie de notre univers. Et ça veut dire que je vais devoir faire des hypothèses simplificatrices. Si je fais des hypothèses simplificatrices, c'est-à-dire qu'à un moment, je vais devoir questionner la validité de ces hypothèses et potentiellement être capable de les tester. Alors je vais essayer de vous dire ce que ça veut, d'essayer de vous faire sentir ce que ça veut dire, de trouver une géométrie qui est une bonne approximation. Imaginez que je pose la question, quelle est la forme de la Terre? C'est quoi la forme de la Terre? Il y a des jeunes, c'est quoi la forme de la Terre? Potatoïde. Pardon?
Patatoïde. Oh, mais vous êtes... Non, mais vous allez trop aux conférences de l'IAT, vous n'êtes pas le retard. Elle est plate. Alors on peut commencer comme ça. Petit 1, la Terre est plate. Bon, on fait quelques expériences et on se rend compte que ça ne marche pas. Localement plat. Ou localement. Alors c'est ça, localement. Mais j'aimerais bien la forme de la Terre globalement, c'est quoi? Une boule. N'ayez pas peur. Une boule. Alors c'est ça, on voit d'ailleurs, on a des blocs terrestres à la maison. C'est une boule. C'est ce qu'on apprend. Après, on nous apprend, quand on fait un peu plus d'études, ah oui, la Terre elle tourne, machin, elle est un peu aplatie au pôle. Alors on nous apprend un peu ça, on dit c'est un ellipsoïde, c'est un truc. Et puis on se rend compte, ça veut dire, vous voyez, j'étais parti d'une boule, et je dis c'est pas exactement une boule, c'est une boule qui est un peu aplatie. D'accord? Donc j'ai pris la boule et j'ai fait une déformation de cette boule pour faire une boule aplatie. Et l'étape d'après, c'est de dire, mais en fait, c'est pas vrai. Je suis capable de mesurer la forme, et vous voyez ça, vous avez les images sur Internet, vous avez une forme toute convolée, le patatoïde dont vous parlez, qu'on appelle le géoïde, qui est la forme de la Terre, et en fait, c'est une sphère, alors on a amplifié d'un facteur énorme toutes ces déformations pour les voir, mais c'est une sphère avec des petits tombollements. Et donc on est parti de la forme simple, qui est une bonne solution, de commencer par la Terre avec une sphère, et ensuite on va rajouter ces déformations. Et bien on va faire exactement la même chose. On va commencer pendant presque 50 ans à décrire l'univers comme la Terre est une boule, c'est-à-dire juste un truc qui est lisse. Et bien sûr, on sait que la Terre, comme l'univers n'est pas complètement lisse, parce qu'il y a des endroits où c'est vide, il y a des endroits où c'est des galaxies. Et bien on va essayer de prendre ça en compte pour rajouter ça comme des déformations de la géométrie qu'on aura trouvée dans le premier temps. D'accord? Donc vous l'avez tous fait à l'école de faire cette démarche, sauf que là, bien sûr, il va falloir la systématiser et il va falloir être capable de déterminer sa validité. Alors pour la Terre, c'est simple, parce qu'on va dehors, on regarde, on mesure. Là, on ne peut pas sortir de l'univers, donc il faudra être un peu plus subtil, mais dans les principes, c'est la même chose. Alors que fait Einstein? Vous voyez, Einstein, à son époque, 1917, il n'a pas beaucoup d'informations. Est-ce qu'on sait s'il y a des galaxies en 1917? Non. Les jeunes. Non, Moi, j'aime bien les jeunes. Non, mais... Oh non! Mais non! Je sais que vous savez, c'est pas drôle. Bon, alors en 1917, on ne sait pas qu'il y a d'autres galaxies, d'accord? Les astronomes se disputent. Savoir, c'est le grand débat entre Shapley et Curtis. Il y a des nébuleuses. On va savoir est-ce que c'est à l'intérieur de notre galaxie, est-ce que c'est en dehors. On ne le saura que dans les années 20. C'est Edwin Hubble qui va être capable de prouver l'existence de galaxies en dehors de notre galaxie. Et donc, Einstein n'a aucune raison de penser qu'il existe quelque chose en dehors de notre galaxie. Notre galaxie est un gaz d'étoiles. On sait très bien que ce gaz d'étoiles, il n'est pas exactement bien réparti de façon uniforme, puisqu'on voit la Voie lactée à l'œil nu. Mais on sait depuis Galilée qui a pointé sa lunette que cette Voie lactée, c'est des petits points. Et Einstein va dire, en fait, moi je vais supposer que l'espace, il est fini. Donc en gros, l'univers, c'est une autre galaxie. C'est un gaz d'étoiles, c'est trop compliqué, donc je vais supposer que la matière est distribuée de façon homogène. Vous voyez, ça c'est une hypothèse simplificatrice. Et puis, on n'a aucune raison de douter du fait que l'espace est immuable et ne change pas. Donc il va dire, l'espace est statique, il ne change pas avec le temps. Et pourquoi est-ce qu'il doit supposer ça? Et bien finalement, l'espace-temps de Newton, lui, était déjà statique, même s'il a fait la relativité générale, il n'a aucune preuve ou indication expérimentale du fait qu'il fallait remettre ça en cause. Donc il part sur ces trois hypothèses, il essaie de construire une solution géométrique qui a ces propriétés-là, et il se rend compte que ce n'est pas possible, et que pour faire, il faut rajouter un terme dans ces équations d'Einstein qu'on appelle ce grand lambda, le terme de constante cosmologique. Alors c'est un terme qu'on a le droit de rajouter. Et si on le rajoute, on peut trouver qu'il existe une solution d'un espace qui est fini, alors c'est la topologie d'une sphère à 3 dimensions, qui est statique, qui ne change pas avec le temps, et dans lequel la matière est distribuée de façon homogène. Donc Einstein publie ça en 1917, et en fait, on ne peut pas dire... Alors aujourd'hui, ça n'est pas pareil, c'est comme les iones. Aujourd'hui, on va dire, ah non, on sait que c'est pas ça, mais pareil, il n'y avait aucune raison expérimentale ou observationnelle de douter de cette construction, et c'est la construction qui fait tout à fait sens, les hypothèses sont tout à fait raisonnables pour l'époque. Alors à la même époque, les gens commencent à apprendre la relativité générale, à résoudre ces équations, et il y a deux personnes très importantes qui sont Alexandre Friedmann et Georges Lemaitre qui vont trouver des solutions et qui ne vont pas imposer ces trois conditions et qui vont trouver de façon générale, pour un univers dans lequel la matière est distribuée de façon homogène, partout, sa densité est partout pareille, eh bien l'espace ne peut pas être statique. Il va y avoir ces papiers publiés par Friedmann. Friedmann va les envoyer à Einstein, qui va trouver ça complètement... il va les rejeter,
il va même penser que ces trucs-là sont faux. Et vous voyez, il écrit ensuite à Friedman cette chose que je trouve très très belle, dans laquelle il lui écrit, vous voyez, dans une note antérieure, j'ai critiqué le travail susmentionné, donc celui de Friedman, mais je m'en suis convaincu à l'instigation de M. Krutkoff, qui est un de ses collaborateurs, et grâce à une lettre de M. Friedman, mon objection était fondée sur une erreur de calcul. Donc ça, c'est rassurant. Einstein aussi faisait des erreurs de calcul. Voilà, on n'est pas les seuls. Et donc ensuite, il va expliquer que oui, il est d'accord avec les calculs. Voilà. Et pour lui, ça ne fait pas sens. Ça ne fait pas sens intuitivement de penser que l'espace se dilate. C'est contraire à son intuition. Et là, on voit encore quelque chose dans lequel, eh bien, peut-être on doit apprendre aussi, c'est que souvent la science nous révèle des propriétés de la matière ou de l'univers qui sont contraires à nos intuitions, à notre sens commun. Et en fait, souvent, eh bien, la nature a plus raison que nous. D'accord ? Donc, on pourrait développer ça, mais pas maintenant. Mais ça veut aussi dire qu'il faut souvent faire conscience. Et que même les gens les plus géniaux comme Einstein, qui ont contribué à la mécanique quantique, qui ont trouvé la relativité restreinte, la relativité générale, vous voyez, eh bien, il y a un moment, il s'est trouvé aussi bloqué par ses convictions. Et ça, c'est aussi qui rappelle pour nous, c'est vrai qu'il y a un moment, on s'habitue à certaines idées. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on prend des étudiants en tête qui viennent avec des questions, ils nous remettent toujours en cause, et que si on s'installe dans un confort, eh bien, on va répéter tout le temps les mêmes explications. Donc j'aime bien expliquer que faire de la recherche, c'est bien aller dans la connaissance, mais c'est surtout ne pas tomber dans ce confort-là, de se dire j'ai une explication qui marche et qui me permet de vivre avec ces observations, mais c'est être capable de se remettre en cause. Et je peux vous assurer que plus vous vieillissez, plus c'est difficile. Mais c'est comme ça. Mais c'est pour ça qu'on prend des étudiants en tête, j'espère que vraiment. Voilà, donc ça c'est un détail. Donc ensuite arrive ce Georges Lemaître, qui pour moi est un des grands scientifiques du XXe siècle. Il dérive ses équations de façon indépendante, et il va même au-delà, parce que ce qu'il va faire, c'est que c'est bien beau de dire que l'univers est en expansion, mais il va faire la chose fondamentale qu'on doit faire en science, il va dire s'il y a ce phénomène, je vais le relier à quelque chose que vous allez pouvoir observer, et je vais avoir un phénomène observation. Je vais pouvoir tester le fait de si cet univers est en expansion. Bon, c'est un article de 1927 qui dit que si l'univers est en expansion, alors il va y avoir un décalage vers le rouge, des galaxies lointaines. Et ça, c'est ce qui sera publié 2 ans plus tard par Hubble sous le nom de loi de Hubble. Mais dans son article, en fait, eh bien, c'est quelque chose qui transparaît et on voit, donc ça, on est vraiment en train de faire de la bonne science. On est parti sur des hypothèses raisonnables, une théorie sur laquelle on a de la gravitation qui fait sens, on en cherche des solutions cosmologiques, on trouve une propriété, on ne sait pas si elle est vraie ou pas, et on essaie de la relier à quelque chose d'observationnel pour pouvoir tester si c'est le cas. Il est clair que si Hubble n'avait pas vu de décalage vers le rouge, on aurait pu douter de cette construction. En 1931, il va écrire un article très important sur l'atome primitif, qui quelque part aura un écho par rapport à ce qu'on racontera tout à l'heure sur les théories de l'inflation. Parce qu'en fait, il répond à son ancien professeur Arthur Eddington, parce que Eddington, quand on extrapole les solutions de Friedman et Lemaître, il y a un moment où on a l'impression qu'il y a une singularité, l'espace disparaît, et donc, bien sûr, on a l'impression qu'avant, il n'y avait pas d'espace, il y a un moment, hop, il y a de l'espace, et puis ensuite, il y a notre univers, et ça, quelque part, ça lui semblait philosophiquement répugnant. Et c'est répugnant en soi. Le truc, c'est qu'il fallait... Et déjà, Lemaître souligne qu'en fait, dans ce régime-là, on doit prendre en compte la mécanique quantique, que la gravitation elle-même, décrite par la relativité générale, n'est pas une théorie quantique, et que donc il va falloir aller plus loin. Et il imagine, on est au début de la mécanique quantique, que finalement, peut-être au départ, il n'y a pas une singularité, il y a une sorte d'atome d'univers qui va se désintégrer, comme certaines particules se désintègrent. Il va passer beaucoup de temps de sa vie à essayer de chercher des signes et des preuves observationnelles de la désintégration de cet atome primordial, et c'est une des raisons pour lesquelles il va énormément s'intéresser à la propagation des rayons cosmiques, parce qu'il pensait que c'était les reliques en fait de cette explosion primordiale. Et là, vous voyez, c'était pas le cas, mais l'idée était très intéressante. Voilà, ça c'est le texte, c'est intéressant parce que l'hypothèse atomique primitive et cette cosmologie, et vous voyez, il y a une préface de Ferdinand Gonset, c'est marrant. Bon, c'est un texte que vous pouvez lire, il n'y a pas de formule du tout, et c'est en français, en belge, mais c'est bien aussi. À l'écrit, on ne fait pas trop la différence, c'est bon, bref. Non, mais le maître, c'est génial. Donc, voilà. Alors, on va essayer de prendre les étapes, de voir un peu quelles sont les hypothèses qu'il faut faire pour trouver cette bonne solution, cette bonne description. Alors, comme toujours, je ne peux pas rester les yeux fermés dans une pièce, il faut que je regarde un petit peu dehors et que je trouve des régularités pour me guider. Alors ici, j'ai 2 observations
À gauche, ici, c'est la distribution de radiogalaxies. Alors, vous êtes au centre, ici, et chaque point, c'est une galaxie dans une direction. Vous voyez, quand je donne une direction dans le ciel, ben, vous êtes tous astronomes, ça, vous savez ça, mais si je veux trouver une galaxie, la position d'une étoile d'une galaxie sur la voie céleste, j'ai toujours deux angles. Je peux dire, ah, tu montes comme ça et tu tournes comme ça. D'accord? Longitude, latitude, déclinaison, tout ce que vous voulez. Vous avez deux angles. Donc vous pouvez représenter ces deux angles à l'intérieur d'un disque. Donc chaque point, c'est une direction dans le ciel, c'est une carte de ciel. Et on voit qu'on a des radiogalaxies qui sont à peu près réparties de façon isotrope autour de nous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, à partir de cette carte, trouver une direction privilégiée. On ne peut pas dire qu'il y a plus de galaxies là que là. Le centre de l'univers serait là. Là, c'est juste observationnel, hein, le trou. Il n'y a pas de trou dans l'univers. Et donc là, on a l'impression que c'est plus ou moins isotrope. Alors là, on a une carte qui date du satellite WMAP, on a une carte équivalente du satellite Planck, ce sont des fluctuations de température d'un corps nord qui a été émis environ 300 millions après le Big Bang. Et on peut faire l'analyse statistique, donc là encore, chaque point c'est une direction dans le ciel, il y a des zones un peu plus froides et un peu plus chaudes. On peut faire l'analyse statistique de cette carte, et en fait, on trouve qu'elle est tout à fait compatible avec une distribution de température qui est isotrope autour de nous. Alors il y a eu des petites anomalies, des machins, tout ça, mais c'est normal parce qu'il y a eu plein d'opérations pour soustraire les émissions de la galaxie et tout ça, on voit qu'il y a encore des trucs. Mais plus ça va, et plus on fait des tests, plus on se rend compte que tout ça est compatible avec un univers qui est isotrope. Donc on a l'impression que l'univers a la même tête, que je le regarde par là, ou que je le regarde par là. Donc on va faire des univers qui sont isotropes autour de nous. Et pour ça, il y a deux possibilités. Si tout est la même chose à droite, à gauche et autour, la chose que vous pouvez dire, c'est que l'univers il ressemble un petit peu à ça. C'est-à-dire qu'il y a un centre, et puis que les objets, donc les galaxies et ainsi de suite, sont répartis avec une symétrie sphérique, donc avec une dimension de plus, vous comprenez ce que je veux dire, autour de vous et que vous êtes ici. D'accord ? Donc dans ce cadre-là, on pourrait construire une géométrie, une distribution de la matière, une distribution de la géométrie qui est à symétrie centrale, et il faudrait, pour observer un univers isotrope, que nous soyons près du centre. Mais dans ce cas-là, un autre observateur qui vivrait dans une autre galaxie lointaine, ça commence un peu comme Star Wars, c'est-à-dire, il fait de l'astronomie, et lui, il observe l'univers, et est-ce qu'il voit un univers qui est le même dans toutes les directions? Regardez mon dessin là. S'il regarde par là et s'il regarde par là, est-ce que c'est la même chose? Ah ben non, d'accord, vous voyez, vous êtes super fort. Ici, il y a plus de galaxies par là, et ici, il y a moins de galaxies par là. Donc lui, Monsieur Q, il est capable, c'est Mr. Q, vous savez, comme dans James Bond, il est super intelligent, il est capable de faire un test observationnel pour vous dire le centre de l'univers, c'est par là. Alors que lui, il peut faire tous les tests qu'il veut, il ne va jamais trouver le centre de l'univers. Donc on voit que c'est une construction qui est tout à fait possible, mais si la construction est de ce type-là, il faudra expliquer pourquoi nous sommes proches du centre de l'univers. D'accord ? Vous comprenez ça ? Alors c'est la seule possibilité. Alors ça met les gens mal à l'aise. Vous comprenez bien ? On a mis la Terre au centre du système solaire, on s'est planté, on a mis le système solaire au centre de la galaxie, on s'est planté. Est-ce qu'on a envie de mettre la galaxie au centre de l'univers? Bon. Non mais, vous savez, il y en a qui disent j'avais 203, mais c'est pas, comme je l'ai dit, c'est de l'induction, on ne sait pas si c'est vrai. Donc on peut essayer de faire autre chose, et la chose qu'on peut se rendre compte, c'est que si je prends une distribution de points qui est spatialement homogène, vous voyez que, eh bien, si je suis ici, ben, j'ai à peu près autant de galaxies autour de moi sur un cercle, quel que soit ce cercle-là, mais si je suis en P, c'est pareil. D'accord? Donc l'univers vu de P et vu de Q, statistiquement, sont identiques. Donc je dois faire le choix entre ces deux types de construction. Alors pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, on va plutôt choisir ce type de construction, c'est-à-dire dire que l'univers est spatialement homogène et isotrope. D'accord? Donc nous ne sommes pas près du centre de l'univers, mais là encore, pendant très longtemps, cette hypothèse-là a été considérée comme une hypothèse philosophique, c'est-à-dire que comme vous observiez l'univers depuis un seul point, vous n'étiez pas capable de le tester. Ça a duré jusqu'en 2008, d'accord? Même moi, j'avais écrit ça dans mon livre de cosmologie, quelle horreur. Mais en 2008, quand je travaillais avec mon ami George Ellis à l'Université du Cap, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une possibilité de tester cette chose-là. Donc en 2008, cette hypothèse est devenue testable. Et depuis, il y a eu plusieurs tests qui ont été proposés. Et on sait que des constructions d'univers qui expliquent ce que l'on observe avec un centre, eh bien, ne sont pas compatibles avec un certain nombre de tests. Donc, vous voyez, typiquement, une hypothèse qui, pendant de 1917 jusqu'à 2008, donc 90 ans à peu près, était considérée comme une hypothèse philosophique contestable, parce qu'il y a eu des développements en astronomie.
on s'est rendu compte qu'il y avait certains tests très fins qu'on pouvait utiliser. Et aujourd'hui, on sait que l'univers est plutôt comme ça que comme ça. Si on doit faire un univers comme ça fait des modèles avec des ajustements extrêmement fins et une construction qui ne tient pas la route très très longtemps. Donc voilà, donc ça pour vous montrer que toutes ces idées, c'est pas parce que quelque chose n'est pas testable à un moment donné qu'il ne le sera pas dans le futur. Vous devez tout faire pour un jour être capable de le tester. Et donc dans ce cadre-là, on postule ce qu'on appelle le principe copernicien, c'est le fait que nous n'occupons pas une place privilégiée dans l'univers. Il y a peut-être des gens dans notre galaxie qui font de la cosmologie, et s'ils en font, s'ils décrivent l'univers, eh bien ce qu'ils voient est sensiblement, ça veut dire statistiquement équivalent à ce que nous on observe. D'accord ? Et donc on a des modèles qu'on appelle les modèles cosmologiques homogènes et isotropes. On en déduit dans ce cadre-là que l'univers est en expansion, je préfère dire en dilatation, et ça observationnellement c'est lié avec la loi de Hubble. Et très important, c'est cette loi d'expansion que l'on peut expérimentalement mesurer, qui va nous donner un accès au contenu moyen de la matière présente dans l'univers. Puisque les équations d'Einstein relaient la géométrie au contenu en matière. La géométrie, c'est lié au taux de dilatation de l'univers. Et bien, ça va nous donner une sorte de quelle est la valeur moyenne de la densité de la matière dans l'univers. Alors, vous voyez, ça, c'est la version un petit peu ballon qu'on gonfle de l'univers. Et si vous êtes ici, vous observez des galaxies qui sont là, vous les voyez, l'univers se dilate. Donc la grille, elle, se dilate aussi, donc en fait, elles n'ont pas de mouvement propre, mais à cause du mouvement de dilatation, vous les voyez s'éloigner de vous. Et vous voyez, si je trace ici une sorte de corps vibrant, donc une onde, et vous voyez que la longueur d'onde va aussi s'étirer. Ce qui veut dire que si j'ai une lumière d'une certaine couleur, du fait de cette expansion de l'univers, je vais avoir un décalage vers le rouge. Donc ça, c'est deux faits observationnels qu'on va être capable de mettre en évidence. Alors, quand on a l'impression que c'est vrai pour lui, mais si vous faisiez un changement pour regarder l'univers vu de ce point-là, et bien vu de ce point-là, il ne va pas par là, il va par là. D'accord ? C'est un effet de perspective. Et donc, ce qui veut dire que chaque point voit tous les autres s'éloigner de lui. Alors, on peut tester ça. Voilà la page du papier Tata, ça c'est Hubble, 1929. Donc, vous avez un certain nombre de galaxies. Ici, vous avez des sphères. Et puis en gros, avec le décalage spectral, vous avez une mesure de la vitesse, donc de la distance, et de la vitesse. Et ici, vous avez, à partir de la taille apparente, ça vous donne une idée de la taille de l'objet et donc de sa distance. Et donc vous allez être capable de faire ici la relation entre la distance de l'objet et sa vitesse d'éloignement. C'est scandaleux. C'est-à-dire que quand on voit un truc comme ça, si un étudiant qui passe un examen avec cette figure-là, on lui demande tout de suite, et où elles sont les barres d'erreur? D'accord? Et aujourd'hui, il n'y a plus aucun scientifique qui se permettrait de faire un schéma avec des points sans barre d'erreur. Donc, c'est quoi l'erreur sur ma vitesse, sur ma distance? On passe la plupart des papiers d'observation aujourd'hui à mesurer et à estimer la valeur des barres d'erreur. C'est une des choses qui est extrêmement difficile. C'est peut-être la chose la plus difficile à faire dans un papier. Et c'est ça aussi qui va vous dire à quel point cette droite, c'est un bon ajustement de votre ensemble de points-là. C'est un peu à la louche. J'ai pris ça, j'aurais pu prendre ça. Donc on ne sait pas, d'accord? Il n'y a aucune vraisemblance statistique. Et puis ce que j'ai toujours trouvé extraordinaire dans ce papier, mais il faut s'appeler Hubble, c'est que la distance était en parcelles, donc ça c'est bien une distance, et la vitesse est en kilomètres, c'est assez beau. Allez. Comme quoi, vous voyez, mais bon, c'est Hubble, hein. Donc on peut faire la même chose aujourd'hui, on a fait en particulier ça avec les supernovas. On a des observations en fonction du redshift ici, et les observations de Hubble de 1929 et 1931 sont ici. Et donc vous voyez qu'on voit cette loi d'expansion de façon très très fine jusqu'à des très grands redshifts, et avec là on a les barres d'erreur. On a la loi moyenne et on a les barres d'erreur. Donc là vous voyez, en 90 ans d'observation, on est passé de ce petit point avec pas de barre d'erreur jusqu'à finalement une grande fraction de l'univers observable avec des barres d'erreur. D'accord ? Donc ça c'est quelque chose de tout à fait significatif. Donc l'univers est en expansion. Alors c'est bien beau, l'univers est en expansion, on est dans les années 20, les années 30. Dans les années 40, on s'intéresse beaucoup à la physique nucléaire. Pour plein de raisons, parce que déjà on a fait des découvertes sur la radioactivité, et en fait les gens se disent il va falloir prendre en compte les propriétés de la matière dans un univers qui se dilate, et en particulier la propriété des noyaux atomiques. Parce que si j'ai des noyaux atomiques et si j'ai de la lumière, eh bien si je remonte dans le passé, l'univers étant de plus en plus contracté, je ne vais pas dire petit, parce qu'il peut toujours être infini, mais de plus en plus loin, la matière est de plus en plus dense. Si j'ai un vent de radiation
à cause du décalage spectral, il est de plus en plus chaud, donc cette radiation, elle a de plus en plus la capacité de casser les noyaux atomiques. Donc si je remonte, en fait, je ne peux pas commencer faire comme condition initiale d'avoir déjà des noyaux. Je vais peut-être avoir un gaz de protons et de neutrons. Comment est-ce que j'ai fait tous les noyaux qui sont autour de moi, le carbone, l'oxygène, d'où ça vient, toutes ces choses-là, il faut être capable de l'expliquer. Et puis, comment je prends en compte le fait que cet univers, il était sûrement très très chaud, la matière était sous une forme très très simple, beaucoup de rayonnement. Comment est-ce que je décris ça et la façon dont il se refroidit? Ça commence avec des gens, en particulier comme Richard Tolman dans les années 1930. Il va regarder la thermodynamique dans des espaces en expansion, il va rajouter la matière et les propriétés de la matière au fur et à mesure qu'on les découvre, l'interaction faible, et ainsi de suite. Et en particulier sous l'effet de George Gamow, on va comprendre que ça a un certain nombre de signatures observationnelles que l'on va pouvoir détecter. Donc on va se rendre compte que l'univers se refroidit et donc il a une histoire thermique. Comme je vous l'ai dit, dans le passé, la matière, le rayonnement était beaucoup plus intense, les photons étaient beaucoup plus énergétiques, ils le sont moins plus tard, ce qui veut dire que l'interaction entre la matière et le rayonnement n'était pas le même une seconde après le Big Bang et aujourd'hui. Ça veut dire que l'univers a ce qu'on appelle une histoire thermique. En physique des particules, on sait qu'à haute énergie, on peut avoir des symétries qui disparaissent à basse énergie, donc on peut avoir des brisures spontanées de la symétrie. On peut avoir des interactions qui sont effectives à très haute énergie, qui ne le sont plus à basse énergie, ou à haute densité, qui ne le sont plus. Imaginez, vous avez des billes qui s'entrechoquent, la probabilité de choc entre deux billes dépend de la densité de billes. Si vos billes se diluent, il y a un moment où cette interaction ne sera plus effective, elle va être gelée. Alors c'est vrai, par exemple, si je prenais des billes et des antibilles, donc billes plus antibilles, ça va se désintégrer en 2 photons, eh bien, ça se désintègre, mais il reste quelques billes et quelques antibilles qui ne peuvent pas se désintégrer, et on appelle ça des reliques. Et donc, on peut avoir un certain nombre de ces particules reliques, et en particulier, dans beaucoup de scénarios, la matière noire est une relique d'un tel type de processus. D'accord? Donc, on voit qu'il y a tous ces phénomènes-là, et des gens comme Gamow, Hans Bethe, Alfer et Robert Herman vont être capables de regarder les implications de ce qu'on appelle la physique nucléaire et de l'électromagnétisme dans un espace en expansion. Alors la première, c'est l'origine des éléments légers. Comme je vous l'ai dit, si je remonte à une époque où la température du bain de radiation est supérieure à, disons, 100 mégaélectronvolts, eh bien on ne peut pas avoir de noyau. D'accord? Si je prends le noyau le plus simple, le deutérium ici, eh bien son énergie de lésion c'est quelque chose comme 0,2 quelque chose MeV, et donc en fait ce truc là, dès que je le forme, il est cassé par le bain de photons, et donc j'ai un univers dans lequel je n'ai que des neutrons ici, des protons, des électrons, leurs antiparticules, des neutrinos et des photons. C'est un peu simple comme dans cet univers, il ne peut pas y avoir de vie, il ne peut pas y avoir de chimie, il ne peut rien avoir, c'est un truc, c'est chaud et c'est rébarbatif. Et ces neutrons et ces protons sont tenus à l'équilibre par une interaction qu'on appelle l'interaction faible, et l'univers se refroidit comme ça. Et il y a des électrons et des positrons qui sont les antiparticules des électrons. Alors ce qu'on se rend compte, quand ils réfléchissent à ça, l'univers se refroidit, ce qui veut dire que le bain de radiation diminue, la température du bain de radiation diminue, que la densité des neutrons et des protons diminue, et ils vont se rendre compte qu'à un moment, la température de l'univers va être plus petite que l'énergie de liaison du deutérium. Donc je vais pouvoir avoir par des collisions à deux corps entre neutrons et protons la formation de deutérium. Et puis une fois que le deutérium est là, il peut réagir avec un proton pour donner du tritium et un neutron, je peux avoir de l'hélium 4 et ainsi de suite, et je vais pouvoir commencer à faire des éléments. Alors si l'univers était statique, ben, je continuerai, je ferai du carbone, l'oxygène, nanana. Il se trouve que comme cette matière-là se dilue, eh bien, il y a un moment, la probabilité de collision entre, on va dire, le tritium et un neutron pour faire de l'hélium 4, eh bien, elle va chuter. Donc, à un moment, eh bien, je vais avoir des abondances qui sont des abondances reliques. Donc, je vais former principalement jusqu'au lithium, un peu de beryllium, et puis je vais avoir des traces de carbone, d'azote, et des traces, mais infimes. Nous, on les calcule parce qu'elles sont très importantes pour l'évolution postérieure des étoiles de première génération, mais en fait, elles ne permettraient pas d'expliquer pourquoi il y a du carbone ici sur Terre aujourd'hui. Alors ce qui est important aussi, c'est que l'interaction faible entre le neutron et les protons, elle va se geler à un certain moment, et vous savez, le neutron est une particule qui est instable quand il est libre. Et donc il se désintègre en proton.
sauf s'il est lié avec le proton dans un noyau. Donc à partir du moment où cette interaction va jouer, il va se passer deux choses, et on va avoir bien sûr ces interactions, mais il va y avoir aussi que les neutrons libres vont avoir tendance à se désintégrer, donc avec une baisse exponentielle de la densité de neutrons. Donc on voit très bien que très vite, je vais être à court de neutrons. Donc ça se dilue, je vais être vite à court de neutrons, et je ne peux pas commencer trop tôt, parce que si je commence trop tôt, eh bien, je suis détruit. Donc, vous voyez qu'il y a une petite fenêtre pour former ces éléments-là, et on appelle cette fenêtre le goulot du deutérium, deutérium bottleneck en anglais. Et en fait, si on change certains paramètres dans les modèles cosmologiques, en fait, parfois on rate ce boulot-là, et en fait, on n'a pas d'éléments primordiaux ici. Alors c'est pas catastrophique, parce que plus tard on va former aussi des étoiles, mais on va former des étoiles où il n'y aura que de l'hydrogène, et il n'y aura pas d'hélium primordial, et ça peut changer l'évolution des étoiles de première génération, et en particulier leur durée de vie. Donc on est capable de faire ça, on est capable de calculer leurs abondances, et voilà ce qu'on obtient, c'est le résultat de plein de calculs. Donc là, pour faire ça, il faut mettre la physique nucléaire avec toutes ces réactions-là, il y en a 12. Dans le code que nous avons à l'IAP avec mes collègues, on a 434 réactions parce qu'on va aller jusqu'au carbone et l'oxygène, vous voyez, donc on va aller jusque par là. Et donc là, ça fait 400 réactions nucléaires. Et on arrive à savoir quelle est l'abondance d'hélium-4, deutérium, tritium, lithium-7, en fonction d'un paramètre qu'on appelle état. Et ce fameux état, c'est un nombre que l'on doit mesurer, qui est le nombre de photons, donc c'est le nombre de baryons par photon. D'accord? Et c'est de l'ordre de 10-10. Donc pour chaque baryon, il y a en gros 10 puissance 10 photons dans l'univers. Alors il se trouve que pendant longtemps, ce nombre, on ne le connaissait pas. On avait ces prédictions théoriques. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on essayait de mesurer les abondances primordiales d'hélium, deutérium, tritium, lithium-7 dans les étoiles les plus anciennes possibles, et on avait des abondances spectroscopiques. Donc vous voyez par exemple, il fallait que l'hélium soit dans cette barre-là. Il fallait que le deutérium soit dans cette petite bande-là, le tritium dans cette petite bande-là. Donc vous voyez, là ça marche à peu près, je peux être ici, ici et ici. Il se trouve qu'avec l'analyse des données du satellite WMAP, on a accès directement à ce petit paramètre état. Donc on sait ce que vaut l'état. Il doit être dans cette petite bande jaune là, ici. Donc, vous voyez, c'est intéressant parce que pour l'hélium, eh bien, les contraintes du fond diffus cosmologique sont compatibles avec les observations spectroscopiques et la théorie. De même pour le deutérium, de même pour le tritium, mais pour le lithium-7, ça ne marche pas. Et je ne sais pas. Personne ne sait. C'est pour moi, les gens pensent que le plus gros problème c'est l'énergie sombre, la matière noire. Pour moi, ce n'est pas les plus gros problèmes. Le plus gros problème, c'est celui-ci. Et c'est le plus gros problème parce que la théorie que j'utilise, elle est tout à fait sous contrôle. Je comprends exactement ce qui se passe. Je vous ai dit, je suis à des températures qui sont au-delà de 100 MeV. D'accord? Donc de la physique qui est extrêmement bien testée en laboratoire. Faire de la physique exotique ici, c'est très très difficile parce que vous avez le CERN. D'accord? Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Et vous avez des observations. Et donc là, vous avez un problème entre une prédiction théorique et des observations. Donc c'est très gênant. D'accord? C'est pas juste un truc qu'on ne comprend pas, on verra plus tard. Non, là, c'est toujours... Et donc, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. Alors, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est que cette observation-là, c'est-à-dire la mesure du lithium-7 primordial, est quelque chose de très très difficile, parce que le lithium-7 ne va être que détruit, donc il faut être sûr que les sources que l'on trouve sont vraiment des sources les plus anciennes possibles. Donc peut-être qu'on a un problème de sélection des objets sur lesquels on peut mesurer le lithium. Ça, c'est des observateurs qui sont au taquet sur ce genre de choses. L'autre possibilité, c'est qu'il se passe un phénomène au-delà de la physique du modèle standard, mais là aussi, on a essayé plein de choses. Il y a 2 ans, on avait proposé, par exemple, avec mes collègues, un truc où il y avait des neutrons qui oscillaient et qui étaient réinjectés plus tard. En fait, on arrivait à réconcilier le lithium-7, mais ça se faisait au détriment du deutérium. Et vous voyez, la barre d'erreur sur le deutérium, elle est extrêmement faible ici. Alors, il y a 5 ans, on pouvait, parce que la barre de deutérium était 5 fois plus grande ici. Comme on l'a détruit d'un facteur 5, et bien maintenant on n'a plus la possibilité de faire ça. Donc encore, ça c'est la science qui se fait. Il y avait des hypothèses de physique théorique qui étaient possibles il y a 5 ans, qui ne le sont plus parce que les observations sont plus précises. Donc ça c'est important. Et l'autre possibilité, c'est que les mesures spectroscopiques, donc ces barres horizontales ici, elles sont faites localement dans notre galaxie ou dans notre voisinage très proche, alors que celle de WA, eh bien, c'est celle faite sur l'univers observable. Donc la question c'est de savoir, est-ce que localement, on peut se permettre d'avoir une variation par rapport à la moyenne de cette quantité. Et ça tend vers des possibilités de modèles qui sont des modèles hétérogènes, donc des modèles du type univers à un centre, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'était aussi un type d'hypothèse possible, mais comme entre-temps on a eu des contraintes supplémentaires sur le fait que l'univers était homogène, et là on est bien coincé. Donc je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas, un jour on saura. Mais c'est important d'avoir à l'esprit. Donc si on dit c'est quoi le problème le plus important de la cosmologie, c'est celui-là. Les autres, on ne sait pas.
pas, mais ça va s'arrêter. Donc on va jusqu'au lithium, et aujourd'hui, et en particulier grâce à Gamow, grâce à Ansbeth, grâce à Fred Hoyle en particulier, on a réussi à comprendre l'origine de tous les éléments, tous les noyaux atomiques, vous voyez, depuis l'hydrogène. Donc là, vous avez, selon IMAC Big Bang, il ne faut pas marquer Big Bang, il faut marquer nucléosynthèse primordiale, donc on est dans les premières minutes de l'univers, donc en gros l'hélium principalement. On fait un peu de lithium, de beryllium et puis même de bore et de carbone, mais ils sont principalement dans donc il y a des problèmes de spallation des rayons cosmiques. Ensuite on a les étoiles de première génération, qui sont des étoiles de large masse, des étoiles de population 3, et puis différents types d'étoiles, et on comprend, en fait, c'est d'ailleurs comme ça qu'on comprend d'où les étoiles tirent leur énergie, et on va comprendre comment, pour chaque élément, quels sont les processus physiques dans l'univers qui permettent de peupler le tableau de Mendeleïev. D'accord ? Au même titre que Darwin, c'est quoi le titre de son bouquin, Darwin? C'est l'origine des espèces. De l'origine des espèces. Eh bien, la cosmologie pourrait dire de l'origine des éléments. D'accord ? Darwin ne parle pas de l'origine de la vie, et je ne dis pas quelle est l'origine de la matière. Mais je vous explique comment, partant de neutrons et de protons, j'ai la diversité des différents noyaux atomiques que j'observe sur Terre. Vous voyez, c'est un succès, mais là encore, mon but sur la question de l'origine, mais comme dans le cas de la vie, et c'est pas grave, parce qu'on a réussi à ramener finalement la diversité de l'existence de ces noyaux à notre compréhension de la physique nucléaire, et à un certain nombre de phénomènes astrophysiques qui sont sous contrôle. Et d'ailleurs, il y a des éléments qu'on sait, cela ici, on ne peut pas, on ne connaît pas de processus naturels qui produisent ces noyaux-là. Donc si vous cherchez des extraterrestres, ce que vous cherchez, c'est ces noyaux-là. Voilà. Ils ne font jamais ça dans les films, mais moi je cherche. La plupart ont des durées de vie très courtes, donc c'est aussi. Ok, donc ça c'est la première chose, et puis je vous ai dit l'univers était très chaud, il y avait tous ces photons. La matière, même si je forme des noyaux, c'est de la matière ionisée, parce que mes protons qui restent tout seuls, eh bien, apparier un électron pour faire un atome d'hydrogène, ben là encore, il faut que l'énergie soit suffisamment faible, sinon l'électron est arraché par les photons. Et ça va attendre, il faut attendre encore que l'univers se refroidisse. Et Gamow est capable, dans son article de 1948, c'est un chef-d'œuvre, ça fait une demi-page, un petit calcul comme ça, mais il trouve les bons ordres de grandeur. Et ça, c'est important aussi, quand on fait de la physique, souvent on est capable de faire de façon sale et approximative, de comprendre ce qui va faire marcher. Et puis alors après, pour avoir le vrai calcul, la distribution, tout ça, c'est des codes numériques qui font des milliers de lignes et tout ça, mais n'empêche qu'on peut comprendre ce qui fait que ça marche en quelques lignes de calcul. Et il a fait ensuite le travail sur, c'est juste les pages qui suivent avec Alpher et Hermann. Et donc ça veut dire qu'au moment où la matière va se recombiner, l'univers va devenir globalement neutre, et ce bain de photons va être libéré, donc on est capable de les observer. Mais comme ils sont en train de se refroidir, leur longueur d'onde est étirée vers le rouge, c'est des photons qui vont être très très froids, et donc on va être dans des micro-ondes. Donc ça c'est quelque chose que vous avez sûrement entendu parler, il y a toute une histoire avec India Selulson dans les années 64, on les détecte. On trouve qu'il y a une anisotropie avec un dipôle, je crois que c'est en 1971 qu'on arrive à prouver ça. Et puis il y a le satellite Kobe qui montre, en fait, si on soustrait encore ce dipôle, il y a des fluctuations de température ici, ça c'est le plan d'émission de la galaxie. Et puis il y a des autres qui sont un petit peu plus froides, un peu plus chaudes, mais là on est à 1/100 de millionième de cette température-là, qui est de l'ordre de 2,7 Kelvin. Donc ça c'est quelque chose d'important. Parce qu'on avait prédit que la température devait être un corps noir, on vérifie que c'est un corps noir. Et le dipôle, alors ça on peut le comprendre, c'est le mouvement de notre référentiel par rapport au référentiel de ce bain thermique. Donc on est capable à partir de ça de mesurer notre vitesse. Et puis bien sûr reste, ces petites anisotropies qu'il va falloir comprendre, mais à l'époque on avait déjà quelques idées sur l'origine de ces anisotropies, je vais y revenir un tout petit peu plus tard. Alors juste pour vous donner un petit peu l'évolution temporelle des choses, voilà, donc le satellite, voilà la résolution qu'avait le satellite Kobe dans les fin des années 80, début des années 90, le satellite WMAP, et puis le satellite national Planck. Voilà, vous voyez, on a à chaque fois, on a amélioré la résolution, on a fait même mieux que ça parce qu'on est aussi capable de mesurer la polarisation de ce produit cosmologique, qui nous donne aussi beaucoup d'informations sur ce qui se passe en fait à cette lumière entre le moment où elle est émise, où elle est reçue, et qui rajoute en fait de la cohérence au modèle. On a vérifié que c'était un corps noir, vous voyez, ça c'est un beau spectre de corps noir, donc ça marche très bien. Et puis, à partir de ça, si c'est un corps noir dont je connais la température, je peux calculer la densité de ces photons par ce calcul.
Et donc c'est, je crois, 411 secondes par centimètre cube. Je sais pas, je crois que c'était, on disait, ça n'existe plus ces trucs-là, donc c'est plus. C'était 1% de la neige sur la télévision. Vous voyez pourquoi le progrès technologique nuit à l'éducation, parce que sinon. Voilà. C'est un détecteur de fond au micro-ondes. On va relancer ça à l'école, je pense. Alors ce qu'on peut faire aussi, ça c'est important, c'est on sait que ce corps noir se refroidit, eh bien on peut essayer de voir s'il interagit avec des atomes dans le passé, et donc de mesurer la température qu'il avait dans le passé. Et donc il va se refroidir, donc en fait sa température elle doit baisser comme ça. Et en fait on peut voir, donc ça c'est des observations assez fines qui ont été faites par Patrick Petitjean, qui est un de mes collègues à l'Institut d'astrophysique de Paris. On veut tester que la température a un décalage spectral qu'on appelle Z, c'est 2,726 la température aujourd'hui, fois 1 plus Z. Et ça, c'est ce que prédit le fait que l'univers est en expansion. Et vous voyez, ça c'était leur mesure, alors elles sont vieilles ces mesures, je crois qu'elles datent de 2001, il y en a eu des plus précises depuis, je les ai jamais changées, c'est pas très grave. On avait des barres, des contraintes supérieures, et puis il y a eu des mesures ici, donc on devait être dans cette barre d'erreur. Et aujourd'hui, on confirme cette loi de décroissance avec le décalage spectral. Et donc ça prouve bien que ce fond diffus cosmologique, il n'a pas été émis aujourd'hui. D'accord ? Donc ça, il y a un certain nombre de personnes qui ont prétendu ça jusqu'il y a une vingtaine d'années, parce que dans le cas, parce que je n'ai pas parlé de ça, mais au moment où ce modèle de l'univers qu'on appelle l'univers dynamique devenait vraiment à la mode, il y a des gens qui s'opposaient, on a parlé de Newton qui trouvait ça vraiment, Fred Hoyle en particulier trouvait ça aussi horrible d'avoir un univers qui se dilate, qui pouvait avoir potentiellement une origine, et donc ils avaient inventé un univers qu'on appelle l'univers statique. Alors, steady state, non, c'est pas statique, c'est... comment on dit en français? Stationnaire, steady state, c'est stationnaire. Exactement, vous avez tout à fait raison. Stationnaire, ça veut dire que l'univers se dilate, mais donc la matière se dilue, mais vous voulez garder la densité de matière constante, donc vous créez de la matière. D'accord ? Donc ça veut dire que l'univers est en dilatation, mais il est éternel, toujours identique à lui-même. Pourquoi pas ? D'accord ? Qu'est-ce qui est le plus horrible, de créer de la matière ou d'avoir un... Moi j'en sais rien, donc allons-y, testons les deux. Il y a eu un moment où il y a eu, voilà, on ne pouvait pas distinguer entre les deux, et puis à partir des années 80, on s'est rendu compte que c'était une hypothèse qui ne marchait plus, et en particulier à cause de ce fond diffus cosmologique qu'il fallait expliquer. Et alors, il y a eu toutes des théories autour d'émissions locales qu'on aurait dans la galaxie, mais si c'est une émission locale dans notre galaxie, eh bien, vous ne pouvez pas avoir, ça c'est un effet d'ombre, vous voyez, en gros, vous avez une lumière, il y a une ombre, eh bien, il faut que la source de lumière, elle soit derrière l'ombre. Ça, c'est la physique de base. Eh bien, en fait, là, on mesure l'effet d'ombre, ce qui n'existe pas dans l'effet de l'état stationnaire. Et donc ça, c'est une des observations qui vous prouve que ces modèles-là, qui étaient des bons compétiteurs, ne le sont plus. Et c'est ça aussi la science, c'est de savoir les hypothèses qui marchent. Alors jusqu'à là, on a un univers, vous voyez, on a compris plein de choses. On a compris que l'espace se dilatait, on a compris l'origine de tous les éléments de la table de Mendeleïev. On a des observations qui ont été toutes vérifiées par les observations. Et quand même, c'est hyper simpliste. J'en suis encore à la Terre est ronde. D'accord ? L'univers, la densité de matière est la même partout. Clairement, l'univers n'est pas homogène. Il y a des endroits où il y a des galaxies. On a des grands catalogues de galaxies. Voilà un exemple. C'est quoi ça ? C'est SDSS. Et donc, on est ici, on a le redshift qui est ici. C'est une tranche. Donc ça, c'est un angle entier. Vous voyez, on a une tranche comme ça, très fine. Et donc, on voit que les galaxies se retrouvent en amas de galaxies sur des filaments, et puis qu'il y a des grands vides. Donc, la question, c'est de savoir, est-ce que si je fais la moyenne de la matière dans des zones qui sont grandes, devant la distance typique entre ces objets-là, est-ce que je retrouve toujours la même chose? Donc, est-ce que statistiquement, je suis compatible avec un univers homogène? Et puis surtout, si c'est le cas, ça veut dire que j'ai des petites déformations de la distribution de matière, donc des petites déformations de la géométrie. Comment est-ce que je les décris et d'où ça vient? Parce qu'il faut expliquer d'où ça vient. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a compris, c'est une compréhension qui s'est établie, on va dire, ça a commencé dans les années 60. C'est Lifshitz qui en 1946 avait commencé à se poser ce genre de problème. Il avait pris un univers en expansion et se dit, en fait, il y a un gaz, tout gaz, il y a des fluctuations thermiques. Donc il y a des endroits où la densité est plus grande, plus petite, et puis il avait fait le calcul, et il s'était rendu compte que ces fluctuations, étant donné la température qu'on avait avec Gamow et tout ça, c'était trop petit pour pouvoir expliquer la formation de galaxies. On n'avait pas le temps de croître. Donc il s'était dit, ça ne peut pas être des fluctuations thermiques, et on n'avait pas d'explication.
Et puis, il y a eu des progrès qui sont venus indépendamment du côté de la physique théorique et du côté de l'observation. Et en particulier, comme je l'ai dit tout à l'heure, on avait l'observation de ces anisotropies de température. Donc on regarde le ciel dans une direction, et la température là, elle est un peu plus chaude que là. Qu'est-ce que ça veut dire un gaz qui est plus chaud? Donc si c'est un corps noir, on sait que s'il est plus chaud, ben, il est plus dense. D'accord? Donc là, ça veut dire que les zones plus chaudes, c'est des zones plus surdenses. Il peut y avoir une fluctuation de température due à un effet Doppler. Si cette zone se rapproche ou s'éloigne de moi, ça peut faire un redshift ou un blueshift. Et puis, il peut y avoir un effet potentiel gravitationnel. Si je suis dans un puits gravitationnel, je dépense de l'énergie, donc ça va me coûter pour les photons. Mais en gros, on sait que ça, c'est une carte de la distribution de densité, de la distribution de potentiel gravitationnel et de vitesse au moment de l'émission de ces photons-là. Et ces trois quantités-là, elles sont reliées par les équations de la relativité générale. Donc on sait, si on se dit, c'est des petites fluctuations, par rapport à la température moyenne, c'est des fluctuations de 10-5, 0,00001. D'accord? 1 centième de millième, ou 1 millième de pourcent. C'est mieux comme ça fait plus économique. 1 millième de pourcent. Donc 1 millième de pourcent, c'est rien du tout, des fluctuations d'1 millième de pourcent. Donc on se dit, si mon petit paramètre c'est 1 millième de pourcent, je peux prendre les équations de la relativité générale, je vais les linéariser, puis je vais pouvoir essayer de comprendre ça. Donc j'ai des petites surdensités. La gravité, c'est une loi qui est attractive, donc si j'ai des zones surdenses, elles ont tendance à plus attirer la matière environnante, et les zones sous-denses ont tendance à se vider. Donc on sent bien que la gravitation, elle va amplifier les petites fluctuations de densité. Et la question, c'est de savoir, est-ce que si je pars de ces conditions initiales-là, et que je fais marcher simplement la relativité générale, entre cette époque et cette époque-là, donc je sais le temps qu'il y a entre là et là, c'est un décalage spectral de 1100, ça c'est aujourd'hui. Est-ce que j'obtiens une distribution de la matière des galaxies qui est similaire à ce que j'observe? Voilà, ça c'est un problème qui est bien posé. Et maintenant la question c'est de savoir comment est-ce que vous résolvez ce problème. Alors on est parti ici, on est parti en se disant je fais de la linéarisation, mais en fait il faut se rendre compte que c'est un problème qui est extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. La réponse c'est que si je prends, on va prendre l'échelle des longueurs, ou des densités, des contrastes de densité, et puis des masses ici, des objets que vous avez dans la nature. Vous avez des objets qui sont extrêmement denses, extrêmement petits, et puis de masses qui sont en gros de la taille de la masse du Soleil, de la masse du Soleil, on appelle ça des étoiles. Et puis on a des objets qui sont, des contrastes de densité de 1 centième, vous voyez, qui ont des tailles qui sont des centaines de mégaparsecs, et qui ont des masses énormes. C'est des grandes villes, des filaments, ce genre de choses. Donc vous devez décrire des objets sur combien? On va de 10-14 à 2, sur 16 ordres de grandeur. Donc quand vous êtes en physique, à devoir décrire un phénomène sur 16 ordres de grandeur, il n'y a pas besoin que ce soit de la cosmologie, ça peut être n'importe quel type de physique. Avec une théorie qui est non linéaire, vous vous rendez bien compte que vous n'allez pas pouvoir trouver une explication qui est uniforme avec une même technique. Vous allez, juste techniquement, vous allez être bloqué, et donc vous allez devoir utiliser plusieurs approches en même temps, et puis vous allez devoir les recoller, et puis voir les avantages et les inconvénients des unes et des autres, et puis essayer de reconstruire votre histoire. Alors au début, les densités, les contraintes de densité sont petits, donc on va prendre une approche analytique, on va faire la théorie des perturbations. On développe, ça on sait bien faire. Et puis il y a un moment, quand les contrastes de densité vont devenir plus importants, eh bien on va devoir recoller ça avec des simulations numériques. Et puis on va essayer, donc ces simulations numériques, elles partent assez tard, et on va recoller ces approches analytiques avec ces simulations numériques. Et le résultat, ça va dépendre de deux choses. Ça va dépendre des conditions initiales que je vais mettre. Donc, mais ça, je connais quelque chose sur ces conditions initiales par l'observation du fond diffus cosmologique et par le contenu en matière que j'ai dans l'univers. Parce que si je change le contenu en matière, je change le taux d'expansion. Et vous voyez, la matière a tendance à se regrouper. Ouais, ça va, 10, plus l'âge de l'univers. D'accord? Mais si ça se dilate, ça ralentit la croissance des structures. Donc il y a une avance entre tout ça. Et donc on va jouer avec tous ces paramètres, on va essayer de voir si les paramètres nécessaires sont compatibles avec les autres. Alors ça, vous l'avez vu, c'est pas moi qui l'ai fait, il y a plein de simulations numériques. On parle des conditions initiales et on évolue, on voit la matière se structurer en fonction du temps. Et on voit que morphologiquement, ça ressemble bien à ce qu'on observe. Et ensuite, alors vous en avez des... C'est fabuleux, ils font des trucs extraordinaires parce que ça, c'est des simulations numériques, puis ils zooment, et maintenant ils sont même... Alors ça, c'est vieux déjà, mais vous voyez maintenant même les galaxies se former. D'accord ? Donc vous êtes à un point de physique locale qui est très difficile. Et là, la limite, maintenant, ça va être de mettre la physique du gaz, parce que vous avez des baryons, vous avez des rétroactions, c'est de la MHD, tout ça, c'est non linéaire, c'est très compliqué. Mais n'empêche qu'on voit qu'avec ces outils-là, on est déjà qualitativement, on voit que c'est la bonne chose. Et puis ensuite, on peut le faire de façon quantitative, on peut mesurer les paramètres. Et ça, c'est quelque chose, donc, maintenant, qui a presque 40 ans.
on s'est rendu compte qu'on avait avec cette image une vision tout à fait cohérente, mais que pour que ça fonctionne, il fallait qu'on puisse introduire cette quantité de matière noire. Donc ça déjà, dans les années 70-80, on avait des indications qui venaient de l'existence des grandes structures. Et la raison, c'est qu'en fait, tant qu'on n'a pas le découplage entre matière et radiation, eh bien, si je commence à former une structure, j'ai une pression de radiation, et donc il y a un moment où je rebondis, et donc je vais avoir des ondes, et je ne vais pas commencer à former des structures. Et donc je n'avais pas le temps de commencer à former des structures, à croître en contraste de densité, alors que la matière noire, elle, qui n'interagit pas avec la matière, elle commençait à former des puits potentiels qui anticipaient la formation des structures. Donc déjà, on voit que tous les modèles dans lesquels il n'y a pas de matière noire, le gros problème qu'ils ont, c'est avec ces simulations numériques de trouver une façon de former des galaxies suffisamment rapidement en étant compatibles avec le fond diffus cosmologique. C'est pour ça que la plupart des gens qui font des modèles de ce qu'on appelle gravitation modifiée, ils doivent toujours ajouter autre chose, des neutrinos massifs, des machins comme ça, parce qu'en fait, ils sont bloqués par ce problème. Il y a plein d'autres raisons, je ne vais pas discuter des évidences pour la matière noire. Donc on a ce bilan, eh bien, avec le fait qu'on doit avoir cette matière noire. On a aujourd'hui cette accélération de l'univers qui dit qu'on doit avoir aussi ce qu'on appelle de l'énergie sombre, mais la constante cosmologique fonctionne très très bien, donc je ne vois pas pourquoi on remplacerait quelque chose simple qui est un nombre par une chose compliquée on ne sait pas ce que c'est. Donc ça, moi je suis un orthodoxe, c'est-à-dire que tant qu'on ne montre pas qu'une constante ne suffit pas, ça ne sert à rien de faire des choses compliquées. C'est intéressant de regarder, mais il faut d'abord prouver que la constante ne marche pas. Donc aujourd'hui, on a un univers dans lequel on a une constante cosmologique. Et la question qui se pose, c'est est-ce que c'est un bon modèle? Donc on a un certain nombre de... Maintenant, une fois qu'on a tout ça, on reprend notre construction et puis chaque hypothèse, il va falloir en tester sa validité. Est-ce que la relativité générale est une bonne description de la gravitation? Alors la réponse c'est oui, et la réponse c'est non. La réponse c'est non, donc gravitationnelles sont exactement ce prédit, parce que, mais on n'a pas de test direct de la relativité générale à des échelles galactiques ou à des échelles d'une fraction de la taille de l'univers. On sait qu'on en aura, puisqu'on a développé des tests pour tester ça, en particulier avec les effets lentilles gravitationnelles et le satellite Euclide, donc je ne sais pas si vous en avez parlé déjà, mais ça peut être une bonne idée de faire venir Yannick Mélier sur le sujet. On peut tester la relativité générale et on va le faire dans les années qui viennent. On sait qu'il faut de la matière qui n'est pas celle dans le laboratoire. Et puis il y avait ce fameux principe copernicien, ce principe de symétrie. Et comme je vous l'ai dit, on a depuis une dizaine d'années maintenant construit des tests et on sait qu'il est très difficile de construire des univers qui n'ont pas cette symétrie-là parce qu'on a les observations qui ne collent plus. C'est-à-dire que le fait que la précision des observations est augmentée, eh bien, fait que ces libertés-là diminuent. Voilà, donc ça c'est tout ça que j'ai. Et donc la question c'est est-ce qu'on peut tester les hypothèses? J'y ai plus ou moins répondu, c'est aussi une chose sur laquelle je préfère une heure. Alors ça c'est bien, mais vous voyez comme toujours, le bien c'est le bien, mais vous voulez toujours savoir plus, comme les journalistes, vous allez me dire ah mais il y a une fluctuation de densité, il vient d'où? Et donc ça bien sûr les gens se sont posé la question, parce que si je mets quelque chose à la main, c'est pas mal déjà d'avoir, avec ma méthode d'abduction, comme j'allais dire, j'ai pris les observations, j'ai compris, et j'ai compris que 300 000 ans après ce moment de cette fameuse singularité, alors, juste un mot sur cette fameuse singularité, qu'on soit clair sur ce que ça veut dire, 300 000 ans de ça, il n'y avait pas d'horloge, il n'y avait rien du tout, c'est un temps, c'est pas un temps mesuré, c'est un temps calculé, ce temps-là, quand je dis 300 000 ans après le Big Bang, c'est un temps qui tient dans un modèle théorique qui est ce modèle-là. Si vous changez de modèle, eh bien, toutes vos datations, il faut les refaire. C'est-à-dire que vous, ce que vous n'observez jamais l'univers avec tel âge. Vous observez un certain photon qui a un certain décalage spectral. Et pour relier ça au temps qui s'est passé entre l'émission et la réception, vous devez dépendre du modèle. Donc, quelque part, il y a une auto-équivalence entre le modèle et les observations. Et tous les gens qui font des modèles qui ne sont pas celui-là ne peuvent pas utiliser des observations telles quelles en vous disant ça s'est passé à telle époque. Parce que, bien sûr, votre chronomètre, il est complètement cannulé. Donc, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Donc, on parle souvent comme ça, on dit 300 000 ans après le Big Bang, mais ça, il faut penser que ce n'est pas un temps mesuré. Mais que c'est, dans ce cas de ce modèle, à partir de ce moment où on a l'impression qu'on a cette singularité. Donc, comment est-ce qu'on fait pour trouver ces conditions initiales? Alors là, je vais vous expliquer. Hop, il n'y a rien. Donc, pourquoi est-ce que j'ai rien mis? Parce qu'en fait, je crois que j'ai jamais trouvé quoi mettre. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu. Non, parce que c'est soit extrêmement compliqué, soit extrêmement long. La question qui s'est posée, on va plutôt le prendre de façon historique, c'est que, indépendamment de ce que les astrophysiciens et les cosmologistes faisaient, les gens s'intéressaient à la théorie de la gravitation et les gens s'intéressaient à la mécanique quantique. Les physiciens théoriciens savaient depuis longtemps qu'il y avait un problème de compatibilité entre la théorie de la relativité générale, qui est une théorie classique, et la théorie
de la mécanique quantique. Puisque, je vous ai dit, c'est géométrie égale matière. Si la matière est quantique, la géométrie qui est à gauche, vous ne pouvez pas avoir quantique égale classique, c'est pas possible. C'est comme serviette torchon, ça marche pas. D'accord? C'est soit tout classique, soit tout quantique. Donc, soit on avait expliqué que la matière, pour certaines raisons, quand je la moyenne sur certaines échelles, elle redevient avec des propriétés classiques. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les théories semi-classiques. Soit on devait développer une théorie quantique de la gravitation, et ça a lancé, à partir des années 70, des voies de recherche qui revenaient à la théorie des cordes, à la théorie quantique à boucle. Et aujourd'hui, on ne sait pas si on a une version mathématiquement cohérente de la gravité quantique. Néanmoins, si on prend ces fluctuations quantiques, on se rend bien compte que si j'ai de la matière dans les phases primordiales de l'univers, eh bien, je peux mettre le champ le plus simple. Ce champ le plus simple, c'est ce qu'on appelle un champ scalaire, similaire. Vous avez tous entendu parler du boson de Higgs, donc c'est pas lui, hein, mais c'est quelque chose qui ressemble mathématiquement à cet objet-là. Eh bien, ce champ-là, il a obligatoirement des fluctuations quantiques. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le mettre à, disons, s'il a un potentiel, si vous voyez ça comme une bille dans un potentiel, c'est une mauvaise image, mais on peut toujours imaginer ça. Vous ne pouvez pas le laisser au repos, au bas de son potentiel. Il va toujours fluctuer. Et donc la question qui s'est posée, c'est, eh bien, imaginons que l'on prenne ce potentiel-là, avec ce type de matière avec ces fluctuations, donc là on fait vraiment de la théorie. Et je laisse l'expansion de l'univers. Donc la première chose qu'on a découverte, c'est que l'univers, au lieu d'avoir une expansion qui ralentissait, était accélérée, un peu comme ce qui se passe avec la constante cosmologique. Mais surtout que ces petites fluctuations, il leur arrivait deux choses. D'une part, leur fréquence, leur longueur d'onde, était étirée, ça c'est parce qu'on avait l'expansion de l'univers, mais elles étaient aussi amplifiées. En physique, ce qu'on appelle une amplification paramétrique, c'est ce qui se passe quand on fait de la balançoire. La balançoire a une fréquence propre. Si vous balancez avec votre pied avec une fréquence qui est proche de la fréquence propre, eh bien vous allez amplifier les oscillations de la balançoire. Si vous battez des pieds à toute vitesse, il ne se passe rien. Eh bien c'est exactement ce qui se passait. Il se passait qu'au moment où la longueur d'onde devenait de l'ordre de grandeur du rayon de Hubble, eh bien il y avait un phénomène d'amplification paramétrique. Et donc, on partait de fluctuations qui étaient très très faibles, avec un spectre qui était celui qu'on prenait pour des fluctuations quantiques dans le vide. On faisait marcher ça, et on trouvait, au miracle, exactement quelque chose qui était ce qu'on cherchait, c'est-à-dire un spectre, un variant d'échelle, tout ça, qui étaient les conditions initiales nécessaires pour expliquer le fond diffus cosmologique. Donc, vous voyez que c'était intéressant. On avait une prise finalement sur un modèle, et donc les gens ont commencé à étudier tous ces modèles. Et ça a commencé avant les observations des anisotropes, c'était dans les années 80. Alors vous avez parlé des trous noirs, là, vous allez faire ça. Et donc au départ, l'analogie était vraiment avec l'analogie du rayonnement de Hawking. Les gens pensaient que c'était quelque chose qui était très similaire au rayonnement de Hawking. Et ensuite, ça a été réécrit sous une forme un peu différente. Mais ce que les gens ont réussi à comprendre avec le temps, c'est que si on postulait l'existence de cette phase d'inflation, on arrivait à comprendre un certain nombre de choses. Le fait que l'univers était homogène, isotrope. Parce que comme c'était tellement dilaté, c'était qui me disait localement plat tout à l'heure. Mais en fait, c'est ça, il s'est tellement dilaté que ce que je vois par rapport à sa vraie forme, c'est juste ça. Donc là-dessus, c'est très lisse, c'est très homogène, c'est très isotrope. Il était aussi très plat parce que c'était beaucoup dilaté, donc la courbure spatiale était devenue très faible. Donc ça, c'était des problèmes qu'on avait, on devait expliquer ces conditions initiales particulières, et l'inflation faisait ça. Et en plus, si vous faisiez mais vraiment la mécanique quantique la plus standard possible, sans rien de spéculatif, vous extrapolez, vous savez que vous n'avez pas le droit, mais vous faites l'extrapolation de la théorie la meilleure que vous ayez pour voir ce que ça donne, eh bien vous prédisez des fluctuations qui sont celles qui ont les bonnes propriétés pour expliquer le fond diffus cosmologique. Donc ça c'est intéressant. Ça veut dire que c'est pas une preuve que c'est correct, mais ça veut dire que c'est déjà très bon. D'accord ? Quelqu'un qui s'appelle John Archibald Wheeler, vous connaissez Wheeler, il travaille beaucoup sur les trous noirs, John Archibald, de Princeton. Il disait, quand vous faites de la physique, vous devez croire aux théories que vous avez établies en laboratoire, et vous devez toujours les extrapoler bien au-delà de votre domaine de validité, jusqu'à ce qu'une des deux choses suivantes se passe. Soit vous êtes incompatible avec les observations, dans ce cas-là, vous avez montré que ça ne marche pas, et puis voilà. Soit deux prédictions théoriques deviennent incompatibles ensemble. C'est-à-dire que vous ne savez plus quelle est la bonne réponse. De toute façon, on l'a vécu plein de fois et ça a été l'origine de révolutions scientifiques. Mais il disait, tant que vous n'allez pas dans ce cas-là, eh bien vous devez croire dans vos théories et les pousser le plus loin possible et voir si ce qu'elles vous disent sur la nature est correct ou pas. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire. Et aujourd'hui, il est clair que dans ce cadre-là, eh bien, les observations du fond diffus cosmologique apportent, je veux dire, une crédibilité par rapport à un tel scénario. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très loin, c'est très extrapolé, donc la crédibilité est plus faible. Voilà. Donc si on revient avec quelqu'un qui a autre chose et que c'est bien argumenté tout ça,
eh bien, personne ne va sauter au plafond non plus. Alors, si on continue et qu'on extrapole encore plus, ça c'est l'univers observable. La mécanique quantique et l'inflation a permis de comprendre que toutes les conditions nécessaires dans notre univers observable étaient satisfaisantes. Mais les gens ont poussé encore plus loin, en particulier des gens comme André Linde, au début des années 80. Et ils ont réalisé que dans ce cadre-là, en fait, l'espace-temps lui-même devait avoir des probabilités très très différentes. Parce que les fluctuations quantiques, en fait, elles ne s'arrêtent jamais. Ça veut dire qu'il y a toujours des zones qui sont en inflation. Et donc, il arrivait à l'idée que finalement, nous, ce que l'on voit ici, c'est pas la chose la plus générique de l'univers. La chose la plus générique dans l'univers, c'est d'un espace-temps très chaotique, toujours en expansion accélérée, avec des grandes fluctuations quantiques. Et de temps en temps, il y a des zones dans lesquelles, localement, les fluctuations quantiques vont être plus petites, parce que ce champ va descendre toute une valeur critique. Et donc, on va avoir l'émergence de certaines bulles comme ça. Et votre univers, ça serait une partie de cette bulle. Donc, vous n'observez qu'une petite partie. Vous voyez, tout ça se bloque. Et puis, vous en avez un petit. Donc, en gros, c'est super beau comme histoire. C'est super beau. Mais ça n'a pas plus d'importance que de dire que l'univers est strictement homogène et isotrope jusqu'à l'infini. Puisque, ce que j'en vois, c'est ça. Donc, ce que je dis, et ce que dit Linde, c'est si vous prenez tout ce que vous observez, vous voulez en faire une image cohérente, que vous voulez être compatible avec la physique que vous connaissez, que vous l'extrapolez en pensant que vous ne vous plantez pas, et bien, ça vous donne cette image-là. La question, qui est une question ouverte, c'est est-ce que cette image-là, c'est vraiment quelque chose qui a à voir avec notre univers? Alors, on peut mettre des choses, on peut dire pourquoi c'est intéressant, cette image-là, pourquoi on peut trouver ça complètement absurde, mais pour l'instant, je ne peux pas vous dire que l'univers est comme ça. Ce que je veux dire, c'est, étant donné tout ce que je connais, c'est une hypothèse qui est attirante. Et c'est ça qui est important pour les chercheurs, c'est que l'hypothèse soit attirante pour que les gens aient envie de travailler dessus, et que peut-être ils trouvent des phénomènes qui puissent être observables ou qui puissent avoir une signature. Il y a des gens qui disent, par exemple, que s'il y a une bulle à côté qui est suffisamment proche, on peut avoir des effets gravitationnels entre les bulles qui pourraient être observables dans le fond des flux cosmologiques. Voilà. Donc bien sûr, c'est pas, ça pourrait. Ne pas les voir n'invalide pas cette construction-là. Voir ce genre de signature très spécifique nous donnerait eh bien, des indications de l'existence d'une bulle à côté. Ça, c'est extraordinaire. Mais sinon, les autres bulles, tout ça, c'est des choses qui sont inobservables. Donc on se rappelle ce que j'ai dit par rapport à cosmologie et cosmologie. Eh bien, on a extrapolé, on a compris plein de choses, on arrive sur cette image et on ne sait pas si c'est de la cosmologie avec un grand C ou si on va pouvoir le faire rentrer dans le cadre de la cosmologie avec un petit C. C'est ça qui est passionnant. Hein, les jeunes, c'est pour ça qu'il faut faire de la cosmologie, parce qu'il y a plein de choses. Donc l'image qu'on a, je vais m'arrêter là-dessus. Voilà un petit peu ici, je vous ai mis donc, le temps, donc c'est encore, hein, c'est 10-35 secondes, ça ne veut rien dire. C'est juste, j'ai extrapolé et c'est plutôt la température du bain de photons qui est importante, ou l'énergie des photons. Donc là, je vais dans le passé, l'univers est de plus en plus chaud. Il se trouve qu'en fait, on a eu beaucoup de chance, parce qu'on est dans un univers on arrive à expliquer pourquoi, parce qu'il y a toute une phase dans laquelle la physique est connue. C'est-à-dire que les phénomènes physiques qui se passent sont des énergies qu'on a pu tester en accélérateur. Donc là, je connais la physique. Et puis, où la physique est suffisamment linéaire. La physique linéaire, c'est simple pour résoudre des problèmes. Après, il y a plein de non-linéarités. C'est là où je vais utiliser ça devient complexe, je vais utiliser des super ordinateurs et ça devient compliqué. Mais là, je peux faire ça avec du papier crayon, là, et un peu mathématical, mais ça marche. Mais entre la nucléosynthèse, c'est-à-dire, en gros, 100 mètres et aujourd'hui, donc vous voyez, 1 millième de seconde, et en gros, on va s'arrêter vers, quelques milliards d'années, eh bien, je peux comprendre avec des outils très très simples les grandes propriétés de l'univers. Et surtout, ça repose sur de la physique qui est testée en laboratoire. Et je ne fais rien de spéculatif, c'est la physique nucléaire standard, c'est l'électromécanique standard, c'est la mécanique standard, il n'y a rien de... Et dès que vous voulez changer ça, ça devient catastrophique parce que ça a des effets sur ce fond diffus, sur plein de choses. Après, je vais un peu plus loin, et là, la microphysique n'est pas comprise. Qu'est-ce qui se passe entre la phase de l'inflation et aujourd'hui? Comment est-ce qu'on crée la matière, ce qu'on appelle le rythme? D'où viennent les baryons, la baryogénèse? On a des idées, on a des modèles, mais on ne s'est pas encore compris. Et puis on arrive à cette phase d'inflation, et là la microphysique est spéculative. D'accord? Elle est spéculative, mais certes, cette vision-là est la plus crédible par rapport à toutes les autres qu'on a testées, parce qu'elles sont toutes aussi spéculatives, mais en plus elles ne marchent pas pour prédire ce truc-là. Donc elles sont doublement exclues. Et puis on va encore plus loin, et puis là on retrouve la microphysique, les structures, tout est inconnu, mais n'empêche que si on extrapole, on tombe là-dessus. Est-ce que c'est aléatoire et laisser tomber non plus? Je ne sais rien.
Mais pour l'instant, on en est là, et la seule chose que j'espère, c'est que voilà, on va pousser tout ça un petit peu plus loin, mieux comprendre cette microphysique, mieux comprendre ça, et voir peut-être trouver des signatures observationnelles qui nous disent que c'est vraiment ça. Et puis peut-être un jour, si on arrive avec la gravité quantique, arriver à avoir une description qui fait sens de cette chose-là. Et peut-être, quand je serai à la retraite, tu vois, de dire que ça existe, ou que ça n'existe pas, ou qu'on n'en sait rien. Voilà. Mais c'est comme ça, c'est ça la science. Des fois, on ne sait pas, il y a des points d'interrogation. Et je m'arrête là, et je vous remercie beaucoup. Merci pour cette époustouflante présentation. Je suppose que vous avez... Attendez, oui, vous avez des questions? Moi, j'étais troublé par l'avant-dernière slide. C'est quoi, celle-là? Oui, celle-là, oui. Ouais, mais c'est pas moi. Moi, je me permets... Elle n'est pas commune. Je ne me permettrai jamais de faire des images comme ça, mais ça a été publié, donc je vois. Mais c'est aussi là, je vous dis, il faut faire attention. Si vous allez dans un labo et vous interrogez 100 personnes, vous allez avoir quand même 80 avis différents. D'accord? C'est pas grave, c'est normal sur ce truc-là. Mais si vous posez la question sur ce qui se passe avant, donc en gros sur la partie, si vous posez la question sur ce qui se passe, on va dire depuis ici jusqu'à ici, il y a bien sûr des gens qui ont des hypothèses alternatives, en particulier parce qu'on a le problème encore avec la matière noire de comprendre qu'on a plusieurs façons de l'inclure et ça change un petit peu tout ça. Mais globalement, sur les grandes lignes, eh bien, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Mais ici, c'est normal, et vous allez trouver des gens qui vous disent l'univers fait des rebonds, l'univers fait ci, l'univers fait ça. Et c'est bien. Mais juste, il faut que dans votre esprit, vous ayez le fait que l'univers, il ne fait pas du tout ça, c'est simplement que lui, il pense que l'univers fait ça. Une fois qu'on a vu la différence entre les deux, alors on rigole, mais les journalistes, ils ont un mal fou à comprendre ça. Vous avez des questions? Allez, Xavier, vas-y. Allez, Xavier. J'ai peur parce qu'il est super féru, quoi. Matière antimatière, les particules chargées, ben c'est l'inversion des signes. Oui. Est-ce qu'on a une petite explication sur le fait que le nombre d'électrons, donc des leptons, est égal au nombre de baryons? Mais d'ailleurs, est-ce qu'on le sait ça? Comment? Est-ce qu'on le sait ça? Non, mais vous auriez pu marquer au moins un point d'interrogation. Ah, comment ça se passe? Pourquoi? J'avais marqué j'avais des listes de questions, machin, des trucs comme ça. Je vous épargne tout ça. Non, mais bien sûr, donc on peut s'imaginer, on peut s'amuser à faire un modèle, par exemple, dans lequel je vais avoir beaucoup plus d'électrons que de protons. D'accord, alors si c'est 1 milliardième de pourcent, je vais rien voir, il va y avoir des effets d'écrantage. Mais imaginons que je vais être beaucoup plus d'électrons. Et il y a plein de choses qui vont changer. La recombinaison ne va pas se passer de la même façon, par exemple. L'annihilation électron-positron pendant la nucléosynthèse primordiale ne va pas se passer de la même façon. Donc en fait, le changement de température au moment de la nucléosynthèse ne va pas se passer de la même façon. Et donc, il va y avoir des effets. Donc en fait, les gens se sont posés, est-ce qu'on peut avoir une matière noire chargée, par exemple? Les gens ont utilisé des modèles, et aujourd'hui, ils se rendent compte que non, c'est pas possible, puisqu'il y a, sur un certain nombre de ces observateurs-là, ça pose un problème. Une question là. Un truc beaucoup plus simple. L'enclume qui met 9 jours pour tomber. Oui. Est-ce qu'il y a un endroit, je ne sais pas, à 1 million de kilomètres de la Terre, par exemple, où si on pose une enclume, elle mettra 9 jours pour tomber? Ou est-ce qu'elle va obligatoirement mettre C'est une bonne question. Non, je pense que si on se met suffisamment loin de la Terre et qu'on lâche en vitesse initiale, ça va tomber sur la Terre. Il y a des météorites, je ne sais pas combien de temps il faut, mais 9 jours, c'est énorme. Mais c'est Hésiode, hein, faut pas... C'était des jours grecs. C'était des jours grecs. Et puis, alors c'est ça, puis la durée du jour, c'est comme tout, vous savez, ça a augmenté. Ça a augmenté la durée du jour. Ça n'a jamais été... Une milliseconde tous les siècles. Quelque chose comme ça. Donc, l'inflation, c'est horrible, quoi. Monsieur, moi, si j'étais élu, j'aurais fait ça. Oui. Parlez fort. Je pose une question sur l'inflation. Oui. Sauf erreur, si j'ai bien compris, ça a été inventé ex nihilo dans les années 80. Et on a vu que le développement de la théorie de l'inflation expliquait un certain nombre de choses, la platitude, etc. Bon. Et on est dans ce domaine de l'astrophysique. Et il y a 3 questions de physique qui tout à l'heure. C'est 1, qu'est-ce qui a déclenché l'inflation physiquement? 2, d'où vient l'énergie qui a produit une expansion fantastique
Le 10 puissance 40, c'est des poussières. Et 3, pourquoi ça s'est arrêté? Ah, c'est des bonnes questions. Alors, c'est des questions très compliquées. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi elles sont compliquées. Alors la première, c'est comment ça a démarré. Bon, ça c'est la question de l'origine, celle dont je ne sais pas. D'accord? De la même façon que si je vous posais la question d'où sont les conditions initiales pour mon modèle de Big Bang Show, d'accord? Quelqu'un qui ne connaît pas l'inflation peut vous dire je ne sais pas. Comme vous le dites, de façon ad hoc, on se dit il y a un certain nombre de problèmes, je veux les résoudre. Plutôt que d'avoir 5 problèmes, je préfère avoir une explication, même contestable, parce que je peux en faire quelque chose, je peux la triturer. Et donc ça, c'était le point de départ. Donc ça, c'est l'article de Alan Guth dans les années 80. Mais ce qui est important, c'est que les travaux de Stephen Hawking et de Mukhanov, juste quelques mois après, sur l'existence de ces fluctuations-là, en fait, eux n'étaient pas dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'ils ont dit, si on a une phase comme ça qui résout ces problèmes, alors il va y avoir des fluctuations. Et là, c'était une prédiction par rapport à ce qu'on observe aujourd'hui. Donc on voit quand même que là, il y a un progrès. C'est-à-dire qu'on avait postulé ça pour résoudre des problèmes. On peut dire c'est ad hoc. Mais à partir où cette hypothèse ad hoc fait des prédictions sur des choses qui ne sont pas encore mesurées, ça augmente sa crédibilité. Voilà. Donc ça c'est le premier point. Et puis ensuite, on a compris avec la microphysique que dans beaucoup de cas de physique théorique, on arrivait en fait à faire ce genre de modèle d'inflation. Donc ça c'est la première question. Comment ça commence? Eh bien c'est là où l'idée de Linde, on se rend compte qu'elle a un avantage, c'est que si l'univers est en inflation éternelle, toujours en inflation, parce que les fluctuations quantiques sont très fortes, eh bien, il n'y a pas besoin de savoir quand est-ce que ça commence. C'est toujours, c'est éternel. Et de temps en temps, il y a des petites zones de l'espace qui, eux, vont sortir de l'inflation. C'est ce qu'on appelle ces nucléations de bulles, comme dit Stephen Hawking, par exemple. Donc, vous voyez, dans ce cas-là, c'est de renverser la question. D'accord, ça, les physiciens, ils adorent faire ça. Ils sont très malhonnêtes. On renverse la question. Mais il se trouve que pour l'instant, je n'ai pas mieux à vous dire, parce que sinon, la question que vous me posez, c'est une question d'origine, et comme je vous l'ai dit, c'est la question sur laquelle je ne peux pas, en tant que physicien, apporter de réponse, parce que moi, je vous dis comment, à partir d'un certain état, j'évolue dans un autre état, à partir de lois que je contrôle plus ou moins, qui peuvent être même complètement postulées, mais je ne peux pas dire comment je passe de rien à quelque chose. Alors, vous avez vu Étienne Klein, il vous a expliqué tout ça beaucoup mieux que moi, mais c'est exactement la limite d'une explication scientifique, et on sait que quand on fait de la science, il y a un moment où on ne peut pas chercher à avoir des explications de tout. Il y a des choses qu'on sait qu'on ne peut pas expliquer dans le cadre théorique que l'on a. Et c'est pas un échec, c'est juste comme ça. Oui, mais c'est ça qui est beau avec la science, c'est qu'elle a cette humilité de savoir aussi où elle peut s'arrêter. Alors ça c'est après. Après il y avait quoi? Il y avait l'énergie. Ah, l'énergie. C'est fabuleux l'énergie. Je vais résoudre les problèmes d'EDF maintenant. Je vais vous révéler que quand dans le cas de... Alors l'énergie, c'est un truc qu'on apprend à l'école. On nous dit, on a les lois de Newton, l'énergie. L'énergie est conservée. On apprend ça, on a tous appris. Vous êtes tous d'accord, l'énergie est conservée? Ce qui pose deux problèmes. La première, qui est pour le président, c'est pourquoi est-ce qu'on doit économiser l'énergie si elle est conservée? Oui, c'est pas mal. Parce que nous devrions, en tant que physiciens, tous militer pour conserver l'énergie, d'accord, et économiser l'entropie, parce que c'est ça qui nous intéresse. C'est la qualité, donc ça c'est un autre débat. Mais surtout que la notion de l'énergie, donc de cette quantité qui se conserve, elle est liée à certaines propriétés de la théorie physique. On a compris depuis Emmy Noether que c'est lié à une symétrie de la théorie physique qui est l'invariance dans le temps. Il se trouve qu'en relativité générale, dans un espace en courbe, en fait, il y a beaucoup de quantités conservées qui ne sont plus conservées. En fait, donner une définition d'énergie en relativité générale est un problème qui est ouvert. On peut trouver sur certains systèmes, si le système est localisé, asymptotiquement, blablabla, avoir une définition d'énergie globale du système, mais en fait, en général, pour un espace-temps quelconque, on n'a pas une bonne définition d'énergie. On ne trouve pas une quantité qui est conservée. Donc l'énergie, c'est une quantité qui est une quantité newtonienne, qui marche bien dans la vie de tous les jours, qui est bien utile, qui est une intégrale première des équations du mouvement. Cela ne veut pas dire que c'est un principe fondamental. Et donc dans ce cadre-là, la question, quelle est l'énergie qui donne ça? Eh bien, elle n'a pas de réponse, parce que l'énergie ne fait plus sens dans cette description-là. Et le moteur de l'inflation, c'est le couplage entre mécanique quantique et gravitation. Et c'est ça qui est le moteur de cette expansion accélérée. Voilà. Pourquoi ça s'arrête? Alors pourquoi ça s'arrête? C'est que localement, il y a des endroits où ce champ scalaire va tomber en dessous d'une valeur critique et les fluctuations quantiques vont devenir trop faibles. Il y a une grève de l'EDF. Voilà, c'est ça, il y a une grève de l'EDF.
Vous allez voir ça va être 7 ans. Voilà. Merci à tous et je vous donne rendez-vous donc pour la dernière de la saison. Le 14 juin, on parlera de